Vous écoutez Edwige sur Radio Puisalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Déjà. Bonjour Edwige, bonjour Pascal. Bonjour ma petite Laure adorée. Ah bon? Que j'aime, que j'adore. Moi aussi je t'aime. Quelle déclaration. Ouais, c'est ça. C'est le grand amour entre nous deux. Ah oui. Bonjour Laure. Bonjour Pascal. Edwige. Bonjour Pascal. mesdames et messieurs, les auditrices et auditeurs. Ça va Pascal? Bah oui, ça va. Ça va, oui. C'est Tu vrai. t'es ramassé la verse sur... Non, 3 non. gouttes, un pipi de mono chez nous. Y a rien eu, là, On hein. n'a rien eu presque pour l'instant. Parce que j'ai vu notre météorologue qui m'a dit que peut-être ça allait changer cet après-midi. On Ça va. l'appellera dans quelques minutes, on verra. D'accord. Apparemment, c'est chamboulé cet après-midi, je crois. C'est Et chamboulé. toute la semaine. Voilà, on verra ça. Eh ben Alors, oui, tant mieux Pascal, parce que c'est ce qu'il nous faut quand même, parce que c'est jusqu'à maintenant, c'est sec. c'est extrêmement sec. Oui. Dans l'Oise, alors, le département est touché par les restrictions d'eau, y compris restrictions agricoles. L'Aisne, pas encore, mais bon, de toute façon, que ce soit l'Aisne ou l'Oise, le niveau d'eau doit être les mêmes. Ah oui. Mais effectivement, c'est sec. Hier, j'ai voulu ressemer des panais et du persil tubéreux que je vais semer, mais qui a cramé, qui a brûlé. Donc, comme je sais qu'il doit pleuvoir, je dis je vais semer, et là, au moins, j'ai semé les carottes d'hiver, hier, D'accord. pour qu'elles puissent être arrosées par la pluie dès aujourd'hui. Enfin, Alors tu dis restriction d'eau, c'est-à-dire bon, on ne doit pas laver les voitures, on ne doit pas arroser forcément, et on doit surveiller Alors, un petit peu son eau, quoi. Oui, alors je crois que pour les plus touchés, ce sont les agriculteurs qui, il me semble savoir qu'il y a un nombre de jours d'arrosage par semaine qu'il aurait été toléré, accordé. Et effectivement, dans ce cas-là, on n'arrose plus la pelouse, on lave plus la voiture. Oui. Quoique de toute façon, laver une voiture à la maison, il vaut mieux aller dans un lavage. Bon, effectivement, ça a un coût, mais les lavages maintenant recyclent l'eau. Les lavages automatiques, l'eau est recyclée. Ah ben ça Il faut- c'est bon à savoir, ça bien c'est très bien. Il faut bien le savoir. Alors, les lavages modernes, c'est-à-dire Oui. l'eau est récupérée, dépolluée Et resserre pour la voiture suivante. Tout à fait. Ah bah tiens, oui c'est bien. Là bravo. On progresse. On Bah progresse. oui, avec le temps comme on dit. Voilà. Ben non, sinon, et bon, on arrive au mois de juillet. Eh oui, et déjà. Juillet, vacances, mais le jardinier, juillet, non. Ah, le jardinier n'est pas en vacances, c'est tous les jours? Non, allez. Alors, il peut partir en vacances, mais il faut préparer l'hiver, l'automne et l'hiver, bien sûr, maintenant, on va faire les semis de salade d'automne. On va planter les poireaux pour l'hiver, on va semer les carottes pour l'hiver, on va planter les choux pour l'hiver, on peut les semer encore, il y a des tas de choses à faire si on va avoir un hiver confortable. On n'a pas le choix. On peut semer plein de choses maintenant, encore tout ce qui est courgettes, citrouilles, préparer Halloween, il faut y penser maintenant. Oui. Mois de mai, c'est beaucoup trop tôt chez nous, je trouve. Enfin bon, maintenant de toute façon, tout ce qui était semé courant mai, avec les chaleurs que nous avons eues. Il y a tout à griller. Oui, c'est pas. Moi, j'ai des concombres. Franchement, ils sont pas beaux. Donc j'ai ressemé. Ah oui. Alors, c'est vrai, ce que tu dis, c'est perte de temps, parce que bon, autant le semer une fois et puis à la bonne, disons, période, mais bon. Mais c'était la bonne période. Même par exemple pour les haricots verts, c'est la bonne période. Fin mai, c'est la bonne période. Mais on a eu des températures de 35-36 degrés à l'ombre. Oui. Pour la saison, c'est passé d'ailleurs à un tel point qu'on a battu les records depuis que la météo, c'est à 1872 enregistre température. Cette semaine-là. Donc voilà, c'est simple. On a eu des températures. Benjamin nous en parlera beaucoup plus facilement parce que c'est notre technicien de la météo. Mais effectivement, toutes les plantules qui sortaient de terre ont brûlé, quoi.
Alors là, tu dis, bon, juillet, août, c'est vrai, on continue à semer, à planter, mais alors, c'est vrai que Sébastien va nous le dire tout à l'heure, si il va faire quoi? Il va faire chaud, il va faire... est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut semer là? Est-ce que c'est un petit peu... Benjamin va nous donner, je pense, la tendance dans les quelques jours à venir. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que la canicule a duré une semaine. En gros, une bonne semaine, on a eu très très chaud. Alors ce qui est amusant, c'est, je crois que c'est dimanche matin, il faisait 10 degrés seulement chez moi. Alors qu'il y avait très très chaud, des nuits très très chaudes, et 10 degrés, je crois que c'est dimanche matin. Il y a une sacrée différence de température quand même d'une journée à une autre. Ce matin, il y avait 12. Ah oui. C'était pas très chaud ce matin. Ah oui. Voilà. Alors c'est étrange, hein, parce qu'on on enregistre des très très hauts, des très très bas, très très secs, parce qu'on va avoir beaucoup d'eau maintenant. C'est beaucoup d'extrêmes, je pense, et on est quand même dans la 3e année consécutive avec des extrêmes comme ça, beaucoup de vent, un vent qui est très changeant, un coup il est au nord, un coup à l'est, un coup au sud ou à l'ouest. Voilà. Alors on parle effectivement du réchauffement. Est-ce que certainement il y a un lien? Ça c'est indéniable, hein, de toute façon. Oui, je pense, oui. Puisque les grands spécialistes, ceux qui sont autorisés à parler technique de météo, disent tous effectivement ça engendre des désordres, donc des plus, des moins. Parce que c'est pas linéaire, le réchauffement, ça monte pas de façon linéaire, pas du tout. Hein. C'est un peu comme la bourse, il y a des hauts et des bas, voilà. Il y a les sacrés hauts, il y a les sacrés bas, hein, entre 35 et puis 10, waouh. Tout à fait. Alors donc, en plus, les plantes sont 35 degrés, donc à l'ombre, je dis bien à l'ombre. Au soleil, j'ai enregistré 62, moi. Waouh. Voilà, dans 62, les plantes, j'ai des tomates qui ont des feuilles qui ont brûlé. Moi c'est pareil. Voilà, la tomate aime le soleil pourtant. Les jeunes feuilles qui se déroulaient, bon, c'est pas méchant, c'est quelques-unes, mais quand même. C'est un signe. J'avais des courgettes qui ont les feuilles qui ont brûlé. C'est extrême, hein, c'est tout. Alors effectivement, nous on est dans une région où les plantes sont peut-être habituées à avoir des températures plus clémentes. Hein. Bon, dans le sud, j'ai des amis qui sont dans le sud, n'ont pas enregistré ce phénomène de feuilles brûlées. Les plantes sont déjà habituées à une température beaucoup plus élevée, donc elles sont plus. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs au niveau j'ai remarqué en ce qui concerne les tomates, puisque je taille des gourmands, les plantes sont d'une dure. Elles se défendent, elles durcissent. Ah oui, d'accord, oui. C'est une façon, nous on bronze, les végétaux durcissent, hein, voilà. Oui. Donc là, les tomates chez toi, Pascal, elles se portent bien? Alors, cette année, par contre, effectivement, bien que le printemps a été aussi très inégal, les plants cette année, ça c'est général partout, je crois, les plants sont très beaux cette année. Dans l'ensemble, sont très beaux. Ils poussent à une vitesse... très grande vitesse, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune maladie à ce jour enregistrée, peut-être des petites attaques de mildiou ça et là, et encore je n'y crois pas. Les tomates qui sont plantées sur les remparts du château de Coucy, j'ai reçu un SMS alarmant, les tomates ont le mildiou, un jardinier maraîcher professionnel dit qu'elles ont le mildiou. Je prends la voiture, je dis c'est étrange. En plus, Coucy c'est très sec. C'est sur une butte, c'est très sec. Oui. Bah non, elles ont eu chaud. Ah oui, d'accord. Parce qu'elles sont plantées le long des remparts, effectivement, la pierre renvoie la chaleur, donc ça a brûlé les feuilles. Mais je préfère ça plutôt que le mildiou. Que le mildiou, oui, parce que là... Mais, non, cette année, on n'a pas trop de... Alors, certaines personnes enregistrent des faits d'invasion de pucerons. Alors, je vais dire ce que je dis toujours, mettez pas d'engrais, vous aurez beaucoup moins de pucerons. Et voilà, bah oui. Voilà, oui, parce que l'engrais, ça attire, enfin, ça, c'est... Toutes les plantes qui ont beaucoup d'azote poussent vite, donc effectivement, les pucerons préfèrent les tiges tendres. Bah, tant qu'à faire, attaque. Et si on met de l'azote, ça pousse. En plus, c'est pas le but recherché, hein. Vous savez, si on met un apport azoté à la tomate, elle va vous faire 2,50 m, 3 mètres de haut, elle n'aura pas plus de fruits. Puisque l'entreneux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la distance entre les feuilles, va être beaucoup plus grande. Ça va rien changer. Si elle doit faire 10 bouquets de fleurs, elle va faire 10 bouquets de fleurs. On va qu'on le laisse sur 1,50 m ou sur 2,50 m, tant qu'à faire. Et en plus, les plantes qui ont beaucoup d'azote sont quand même fragilisées, il faut bien le savoir.
Voilà, les auditeurs, si vous voulez poser des questions en ce moment, c'est le moment de composer le 03 44 75 30 00. Mon petit Cadounet, ce fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, on parle des tomates. Alors Pascal, il faut les arroser? Alors, je vais être très clair. Donc, celles qui sont en plein champ, un bon paillage de 15-20 cm, si elles ont bien été arrosées avant les chaleurs, elles peuvent tenir. Bon, il n'est pas dit, on peut les arroser, hein, c'est pas un problème. Par contre, les jardiniers qui cultivent en tunnel, cette année, si on n'arrose pas, c'est impossible. D'accord. Et c'est la première fois. Et j'en parlais avec Benjamin justement, c'est hier, on a échangé là-dessus. Lui aussi, tous les 2 jours, arrose en tunnel. Parce que lorsqu'il y a une humidité ambiante, l'humidité remonte même en tunnel de l'extérieur. Oui. Là, on n'a rien. Et donc, effectivement, j'ai même installé des arroseurs automatiques, des gouttes à gouttes. Je voulais en parler un peu, parce que le goutte à goutte, c'est très économique. Ah, c'est bien ça. Voilà, c'est très économique. En temps, parce que, en gros, pour monter dans le tunnel de 180 mètres carrés, ça m'a pris 1 heure. Alors, c'est une espèce de bâche avec... C'est un tuyau. Ah oui, qui a des trous dedans perforés. Voilà. Alors, bon, on peut en parler maintenant, ça, ce sera fait. C'est comme tu veux, Pascal, c'est toi qui conduis la danse. C'est vrai que les arrosages goutte à goutte ou arrosage intégré, comme on veut, bon, ça l'avantage on arrose où l'on veut, très précisément, hein, parce que il y a plusieurs sortes. Il y a des tuyaux poreux. Alors, les tuyaux poreux, les professionnels n'utilisent pas, ou très peu. Ils ont le défaut de se colmater l'intérieur, et c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Et en plus, ils ont une durée de vie qui est très courte. D'accord. Ils finissent par durcir, c'est très court. Moi, j'utilise des tuyaux d'arrosage, ce sont des bobines qui font 100 mètres en général, et qui ont des asperceurs intégrés. Donc ça, c'est professionnel. Des quoi? C'est-à-dire que des goûteurs. Le goûteur est intégré dans le tuyau. C'est-à-dire que ce n'est pas le jardinier qui le pose. On l'achète tout fait. Tout fait. Alors, il y a 2 modèles. Un arroseur tous les 50 cm ou un arroseur tous les 33 cm. Alors, j'ai les 2. Celui tous les 33 cm est beaucoup plus efficace, alors pour une raison qui est simple. C'est lorsqu'on fait un goutte à goutte, l'endroit qui est détrempé par le goutte à goutte fait environ 32 cm de diamètre. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est naturel. Et donc avec un trou tous les 33 cm, en fait, on arrose sur une ligne. Ah d'accord, voilà. Ça c'est bien. Oui. Alors, lorsque donc il y a ce système-là, après le système d'un tuyau avec lequel on transporte après, où on met un petit tuyau qui se greffe sur le gros, et on vient arroser au pied. Alors surtout, il faut pas arroser au pied complètement des plantes, notamment les tomates, elles seront des maladies. Il faut arroser environ à 15 cm minimum. Puisque les plantes... 15 cm du pied. Du pied, ça c'est une chose que, du moins, il y a de l'humidité, et les racines vont les chercher. Donc on pousse la plante à émettre des racines. Et il faut pas l'arroser, c'est pareil sur la tomate. Hein. De toute façon, avec un tuyau, il faudrait être vicieux pour arroser, ce qu'on le pose au sol. On le pose sur le sol. Hein. D'ailleurs, moi j'ai paillé, je l'ai posé sur le paillage. Comme ça. D'accord. Et c'est ce que tu conseilles? Oui, parce que c'est très économique en matière d'eau, c'est-à-dire que ces tuyaux-là sont pré-réglés, donc les asperceurs dispensent 2,3 litres à l'heure. Le tuyau que j'ai, moi, quelle que soit la pression 1 bar, 2 bars, 3 bars, eux limitent à 2,3 litres à l'heure. 2,3 litres à l'heure dans un tunnel, à 35-40 degrés, c'est la consommation d'une journée d'une tomate. Sans apport. C'est-à-dire sans ce qu'elle va chercher, elle, dans l'humidité ambiante. Voilà. Donc, en arrosant une demi-heure tous les jours ou 1 heure tous les 2 jours, c'est suffisant, amplement suffisant. D'accord. Tu le fais le soir? Non, alors jamais. Ah. Jamais. Ah. Ah. Alors. Oui, ça change. Alors, mais ça change. Non. Je dis bien en arrosage automatique. Oui. Voilà. Parce qu'en arrosage automatique, c'est pas violent. C'est vraiment des gouttes qui tombent. Donc, c'est pas violent. Ça peut être dans si l'on paille, parce que quand on l'arrose le soir, c'est pour que la plante profite de cette fraîcheur. Oui. Si votre plante est paillée, il n'y a pas de problème. Même s'il fait très très chaud, ça va pas s'évaporer. Votre eau va pas s'évaporer. Hein.
Voilà. Et la tomate, je parle de la tomate, n'aime pas l'humidité stagnante. Donc si effectivement la nuit ça reste un peu frais, il y a des maladies qui se développent. Des maladies Alors, gamiques. donc avec ton arroseur, tu le laisses tourner tout le temps et puis tu t'en occupes pas, puis ça. Alors non. Là par exemple il fait moins chaud, il n'a pas fonctionné depuis 3 jours. Voilà. Ah d'accord, c'est toi qui le dirige quand même. C'est moi qui le dirige. C'est toi voilà. On peut le coupler à un programmateur ou partant en vacances. Oui. Vous dites moi je veux que ça soit arrosé une demi-heure tous les 2 jours. Et votre c'est bien. c'est automatique. Hein, Ça voilà. évite aux voisins de venir. Alors d'une part, c'est ce que je vais faire cette année, parce que d'habitude c'est mon voisin qui vient voir ce qui se passe. Eh ben voilà. Arroser. Donc là, je vais mettre un programmateur à 4 voies, ce qu'on appelle. Oui. Il y a 4 départs de tuyaux pour 4 tunnels différents. Voilà. Après ça. En plus, c'est un investissement. On va dire pour un amateur, vous en trouvez à partir de 50, 70, 75 euros. Oui. Donc oui, ça peut. Voilà. Sachant qu'on économise plus de 60% d'eau quand même. C'est important là. Donc ça vaut le coup. Là, Même au niveau, même si c'est pas pour le coût, parce qu'on peut parler de coût effectivement. Oui. Mais côté, comment dirais-je, économie des ressources, c'est important, je trouve. Voilà. Alors ça c'est important et c'est vrai qu'on n'est pas non plus avec son arrosoir à faire ça, à faire toujours le même geste. En fin de compte, là c'est régulier. Alors oui. Alors bon, moi j'aime bien arroser au tuyau parce que l'arrosoir ça ferait beaucoup, mais au tuyau d'arrosage parce que ça me permet de vérifier les plants en même temps. Mais 900 000 plants, c'est 5 à 6 heures d'arrosage. Mais tu sais, Pascal, bientôt va arriver le robot qui va remplacer Pascal et qui va surveiller tes plants de tomates. Je partirai en vacances. Et avec une caméra, tu auras, tiens, telle et telle tomate. On peut mettre des caméras pour d'autres choses. Ça va arriver, ça. Et puis il sera sur sa chaise longue. Et regardez pousser. Et les pieds en éventail. Et je regarderai. Et voilà. Et il regardera ses pieds de tomates. Mais donc, ce système d'arrosage, donc, de tuyaux, alors, donc, il y a plusieurs, il y a 2 grandes marques qui sont les meilleures, on va pas les citer, hein. Oui. En plus, ça sont même pas des marques françaises, c'est une américaine et une allemande. Voilà, qui sont en tête du marché. J'ai un faible pour l'américaine qui fait que du produit professionnel. D'accord. Voilà. Et à un tarif, exactement le même voire parfois moins cher que le matériel pour amateur. Alors, je pense qu'on peut avoir toutes ces informations peut-être sur Internet, voir un petit peu. Tout à fait, vous allez sur Internet, vous tapez arrosage goutte à goutte, et toutes les marques pour défiler avec leurs produits. C'est très facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de secret. En plus, tous les accessoires sont vendus, les dérivations, l'été, les bouchons en bout de tuyau. Donc, je vous dis, moi, pour monter l'arrosage, donc, sur 10 rangs, donc, je mets, sur 10 lignes d'arrosage, il m'a fallu 1 heure environ. Donc, c'est très bien. Il faut une paire de ciseaux. C'est tout. Une paire de ciseaux, parce que les dérivations maintenant s'enfoncent et se lissent automatiquement. D'accord. Voilà. Si on veut, moi je l'ai fait par sécurité, après j'ai mis des colliers de serrage, mais c'est même pas une obligation. Voilà. D'accord. Donc là, ça va, elles se portent bien, les tomates. Cette année, oui, franchement, je n'ai aucune personne, ou alors il y a eu peut-être des problèmes au niveau gel, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de gel, mais tous les plants qui résistent maintenant sont magnifiques. Franchement, c'est magnifique cette année. Alors, ce que je te propose, Pascal, c'est de se faire une petite pause musicale. Oui. Le temps que nous, on boive un petit café, parce que, on l'a pas eu, on n'a pas eu notre café, on est arrivé, on s'est installé. Je suis arrivé. Et ça, c'est pas bien, ça, on se boit le café. J'étais en téléphone avec la Moldavie pour un nouveau projet, et donc je disais à la jeune femme, je dois partir, je dis, on va en parler, c'est un projet de femmes, d'une part, de femmes agricultrices et femmes jardinières, et ça, c'est très intéressant. Ça nous intéresse. Ça se passe en Moldavie, j'irai les rejoindre. Ou en septembre, mais ça va faire un peu court entre 2 fêtes, ou en novembre. Septembre, octobre. De toute façon, au mois de septembre ou au mois de novembre, nous, on vient avec toi. Pourquoi pas. On prépare nos valises. Voilà. Alors, sachant qu'en novembre, il fait encore 20-25 degrés là-bas.
Oh bon. Ah, bon, on prend des petits maillots. On y va, on va Une là. petite valise, ça va aller. On va au mois de novembre. Mon petit Cadounet, tu nous as préparé de la Alors, petite il y aura- musique? Il y aura avec Jean-Michel Leleu, avec le colporteur de rêve, et Célestra avec Christian Delagrange. Jean-Michel Leleu que nous avons eu pour l'anniversaire ce samedi à Tracy-le-Mont, et Christian Delagrange aussi avec ses belles chansons d'amour et puis chansons sur la radio. C'est ce qu'on voulait un petit peu, faire un petit coucou pour les remercier de leur beau spectacle. Voilà, c'est dit. C'est à toi. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Là, comme le temps passe vite, déjà. Oui. Et nous voilà revenus dans le petit jardin de Radio Pisalène avec Pascal Antini. Bien sûr, l'association Cultive ta rue. Et là, nous avons quelqu'un justement en ligne. Martial de Beautort qui est en ligne. Martial. Bonjour Martial. Ah, il a raccroché. Alors, on va demander à Martial qui nous rappelle. En attendant, on essaye d'appeler Benjamin. Tu nous appelles Benjamin. Et puis nous, on essaye de voir un petit peu ce qu'on fait. Et on reparlera d'eau, donc, parce que effectivement, la distribuer avec parcimonie, c'est bien. Oui. Si on peut la récupérer, donc il y a plusieurs façons de récupérer. Et bon, entre la mare, les fûts que l'on peut mettre le long d'une gouttière. Il y a un produit qui commence à avoir pas mal, ce sont ce qu'on appelle des nappes, des citernes souples en fait. On en parle. Des citernes souples. Alors souples. En fait, c'est un grand sac en caoutchouc. Et on récupère l'eau dedans. Alors je regardais un peu ça parce que les citernes à enterrer, c'est quand même relativement onéreux, je trouve. Oui, parce qu'il faut faire le trou, il faut amener une machine, il faut faire une dalle en béton. Oui. Pour ne pas que ça bouge. Et tandis que cette nappe souple, là, c'est très facile. Et elle se pose sur le sol. Il n'y a plus qu'à relier les gouttières et il y a tous les systèmes après de robinet, de sortie, d'entrée, tout ça. Ah ben, c'est garanti 10 ans. Et franchement, moi, je regardais les tarifs, j'en ai vu livrer en France une 10 mètres cubes, je viens 10 mètres cubes, livrée installée 745 €. C'est le prix d'une citerne enterrée de 1000-1200 litres. Ah oui, alors maintenant il faut faire le calcul, il faut regarder, il faut. De toute façon, on va y venir. Alors, à ça. De toute façon, on va faire simple. Effectivement, pour économiser, vous allez me dire 745 € de tarif au robinet, ça fait quelques mètres cubes, c'est une fête. Mais l'écologie coûte cher, de toute façon. Oui, ça c'est vrai. Par nature, l'écologie coûte cher, parce que si on ne met pas de produits chimiques, ça va coûter cher en geste, parce qu'il faut prendre la binette. C'est vrai. Bon, quoi que c'est un avantage, plutôt d'aller à la salle de sport pour se muscler. Lorsqu'on a biné pendant 2 heures ou 3 heures, croyez-moi, on n'a pas envie d'aller à la salle. Et c'est vrai, si tu as remarqué, dans chaque commune, tu vois regarde les trottoirs. Les trottoirs, alors, il y en a qui sont binés, il y en a d'autres, et bien, il y a l'herbe qui pousse. Oui, puisque maintenant, les communes n'ont plus le droit d'utiliser les produits chimiques. D'ailleurs, c'est très bien, c'est très très bien. Certaines le font encore, ça se voit lorsqu'on voit les herbes toutes. Exactement. Bon, on va pas les dénoncer, mais j'en connais. Mais là, c'est vrai. Bon, et puis on revoit sur les bords de la route les coquelicots qui reviennent. Ah ben ça, c'est une très bonne chose. Ah oui. De toute façon, lorsqu'on voit des champs, il y en a quelques-uns autour, des champs de blé. Lorsqu'on voit des champs de blé, des coquelicots, c'est le signe d'un agriculteur qui est au moins respectueux, qui traite beaucoup moins que les autres. Et ça, c'est. Quand j'étais gosse, toi aussi, tous les champs, il y avait des bleus et des coquelicots dedans. Des coquelicots, des champs de coquelicots. Bah oui, c'était. Et ça revient, et ça, c'est bon signe. Ça revient, oui, c'est bien, c'est tant mieux. C'est un bon signe, ça. Et donc, on dit effectivement, ça peut paraître cher, 745 € pour 10 mètres cubes, d'avoir une réserve d'eau comme ça. C'est le coût que l'on doit investir pour laisser une terre propre, pour laisser des tas de choses à nos enfants, aux autres générations, parce que si on continue à puiser, malheureusement, on n'aura plus rien à puiser. Il n'y aura plus rien à puiser un jour. Voilà. Bon, il y a la solution de faire aussi un trou avec une bâche, faire une mare artificielle. Ah, est-ce que c'est bien? Alors, ça aussi? Moi, j'en ai fait une. Oui. Par contre, je ne peux pas l'utiliser pour arroser avec un goutte à goutte, puisque j'ai les canards qui vont dedans dans la mare. L'eau n'est pas filtrée
il y a des impuretés, ça bouche relativement facilement les goutteurs. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est bien aussi, on peut le faire. Moi, j'arrose en surface, on appelle. J'ai une pompe, et j'arrose au pied. Quand j'arrose au pied, j'arrose avec l'eau de la mare. Alors, ce que tu récupères dans le trou, c'est de l'eau du ciel qui tombe direct. L'eau des gouttières. Ah, l'eau des gouttières qui va directement dans le trou. Alors ça coûte rien. Ah bah oui. Une bâche de 30 mètres carrés, ça coûte pratiquement rien. D'une part, par contre, faut piocher ou faire un trou. Oui. Bon, si vous avez un voisin qui a une mini-pelle, il va vous le faire gracieusement. Ouais. Oui. Oui. On a l'auditeur en ligne. On va le reprendre tout de suite alors. On va reprendre monsieur. Comment il s'appelle, Laure? Martial. Voilà, Martial de Beautor, je crois que c'était ça. Hein. Martial de Beautor, est-ce que vous êtes là, Martial? Oui, tout à fait. Oui, bonjour Martial. Bonjour Martial. Ah, c'est Edwige. Oui, c'est Edwige. Et Pascal voilà. Antini. Et puis bonjour à Pascal. Bonjour Martial. Bonjour Pascal. C'est pour un renseignement, c'est pour un laurier. Il fleurit pas. Ah, un laurier rose. Un laurier rose, oui. Tout à fait, oui. Ou en sauce. Pourtant, j'ai mis de l'engrais et tout. Je l'arrose souvent et il fleurit pas. Quel âge il a, votre laurier rose? Il a presque 20 ans. Oh là. Ah oui, donc il devrait fleurir. C'est un vieux pépère. Il n'a jamais fleuri ou c'est récent? Ah, non, il a déjà fleuri. Mais il fleurit plus. Alors, pour faire fleurir les arbustes qui ne fleurissent plus, malheureusement, il y a une seule solution, c'est d'étailler. Pour qu'ils fassent du bois neuf, du bois nouveau. Ah oui, d'accord. Voilà. Enlever toutes les feuilles, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est trop tard pour... C'est trop tard. Oui, pour le tailler cette année, c'est un peu trop tard. Mais l'idéal, parce qu'il va faire du bois vert, et oui. L'hiver, vous vous protégez dans une... Oui, quand il gèle et tout ça, je le rentre. Je le mets dans un abri ou un abri de jardin. Où il ne gèle pas, là. Comment? Il ne gèle pas à cet endroit-là. Non. Parce que sinon, moi, je vous conseille pour que votre arbuste refleurisse, hein, il faut le tailler, qu'il fasse du bon œuf. Hein. Ça, c'est voilà. Ça, c'est clair. Bon, il est tard, mais si vous l'arrosez, il va refaire du bois, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah bon, d'accord. Sinon, vous le taillez au printemps, voilà, avant le départ de végétation, et il refleuira. Mais sur du bois de l'année, c'est mieux. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. De rien. Je vous en prie. Et puis une bonne journée. Vous de même. Merci Martial. Bon jardinage, au revoir. Oui. Continuez d'écouter. Merci Martial. Continuez d'écouter Radio Puisalène et puis oui, jardiner, hein, comme on dit, hein, PTB, hein, Portabinette et BIN. Alors là, sur le laurier, c'est... Oui, alors pour revenir, tous les arbustes ou arbres anciens, ils se dépouillent, ce qu'on appelle, hein, effectivement. S'ils ne font pas de bois neuf, ils fleurissent beaucoup moins. Il était où? Il était gros et haut. De toute façon, il doit être 20 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il doit être impressionnant. Et alors, moi, je ne suis pas un bon tailleur. À part pour les rosiers, je ne suis pas... Je préfère éviter de tailler. Je taille à minima. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai que des arbres anciens, si on ne relance pas la venue de bois neuf, ils sont comme une personne âgée, hein. On est moins productif. Le pauvre petit pépère, hein. Voilà. 20 ans quand même. Alors 20 ans pour un arbre, c'est 20 ans ou c'est multiplié par... non, c'est 20 ans. Ça dépend. Là, c'est un arbuste, hein, donc ça vit très vieux. Mais plus il va le tailler, de toute façon, plus ça va le régénérer. Hein. Plus ça va le renforcer. Alors Martial, vous pouvez le tailler sans aucun problème. Non, ça va. Ma mère en a quelques-uns, comme elle dit, je les ratiboise. Et puis à partir du moment où on commence comme on dit, ratiboiser, c'est court. On est parti. Hein. Voilà. Tiens, je vais faire celui d'à côté. Au printemps, je peux dire qu'elle en a plusieurs chez elle. Elle les coupe très court. Voilà. Et puis ça fait ça fait des grosses touffes. On voilà. Moi, d'ailleurs, cette année, moi, j'avais autour de la mare, j'avais des budélias, des arbres à papillons. Ah oui. Que je n'avais pas taillé l'an dernier. Ayant eu mes problèmes d'épaule, donc je ne pouvais pas les tailler. Cette année, j'ai dit je ne taille pas non plus, et ils ont gelé, donc j'ai taillé tardivement. Vous verrez la touffe verte qu'il y a maintenant, ils sont partis. Mais je pense qu'un bon petit taillage, on va dire, peut-être pas tous les ans, mais une fois au moins, ça fait du bien.
Ça régénère un petit peu. Les vrais jardiniers taillent leurs arbustes de floraison printanière tous les ans. Bon, voilà. Remontant ou non remontant, le remontant, on le taille souvent. C'est pas les mêmes tailles. Oui. Le rosier remontant, par exemple, on taille on fait une taille d'hiver, on taille au printemps. Voilà. Le non remontant, on le taille après la floraison. Et donc les arbustes, c'est pareil. Après la floraison, on peut tailler et ils font du bois. L'année d'après, ils en fissent dessus. Mais c'est vrai qu'il faut le faire. Il y a un exemple qui est très le forsythia, cet arbuste jaune, où vous le taillez après la floraison, c'est un des premiers à fleurir. Oui. Il va faire des tiges toutes belles, toutes vertes. Et l'année prochaine, il va être couvert de fleurs. Ça, c'est vrai. Si on le taille pas, il va se décharner. Il va faire des grandes tiges. Il y aura quelques fleurs au bout, quelques fleurs au bout, c'est tout. Voilà. Alors ça, je pense que tout le monde le sait quand même. C'est vrai que ce sont des arbustes qui fleurissent et après la floraison, il faut les tailler. Alors, je pense que le laurier rose, c'est un arbuste du sud. Ici, c'est beaucoup moins courant. On en voit, avec le réchauffement, on va voir de plus en plus. Oui. On va voir même des orangers. Oui, des citronniers. J'ai eu des citronniers, j'en ai eu. Et jusqu'au jour, j'ai pas pu les rentrer chez moi, parce qu'ils étaient trop grands. Ils sont morts. Ils sont gelés, voilà. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est bien d'avoir un oranger, c'est vrai, ou un citronnier. Ouais. Et, ça devient immense. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est vrai que le laurier rose ou le blanc, parce qu'il y a le rose et le blanc, il y en a deux. Ici, on en voit beaucoup moins. Et peut-être que les personnes n'osent pas le tailler, parce qu'on connaît moins bien cet arbuste. Mais vous allez à Toulouse, par exemple, ou dans la région toulousaine, il y en a partout. Ils font des haies avec ça. Ah oui, tout à fait. Oui. Puis ça pousse spontanément. Il y en a partout. Mais c'est un bel arbuste et le monsieur peut le tailler et il aura une belle floraison. Voilà. Oui, on pense à Benjamin, mais oui, mon petit canard qui vient nous voir. Tu nous montres le potard de Benjamin et ça y est, on est parti avec Benjamin à l'antenne. Merci mon petit cadounet. Voilà, Benjamin qui forcément nous écoute, papoter. Benjamin, bonjour. Oui, bonjour Edwige, bonjour Pascal, bonjour Laure, et bonjour aux auditeurs. Bonjour Monsieur Météo. Alors, quoi de neuf, docteur? Bon, je pense que ça vous aura pas échappé, la canicule. Ah oui. Ça oui. Donc cette semaine, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Pascal, on manque cruellement d'eau un peu partout en France, et puis la Picardie n'y échappe pas. J'ai même regardé, il y a certaines communes de Picardie qui n'ont pas eu une seule goutte d'eau, même pas 0,1 mm d'eau depuis un mois. Donc c'est quand même assez drastique. Il y a même donc des interdictions, des restrictions d'eau comme tu l'as dit, mais pour l'instant que dans l'Oise. Mais c'est vrai que si ça continue comme ça, on risque d'étendre un peu dans toute la région. Alors cette semaine, ça va être très simple et très rapide. On va tous les jours avoir des perturbations comme celle d'aujourd'hui qui vont traverser la France et qui vont nous apporter une instabilité et des orages. Donc on va avoir des orages d'aujourd'hui jusqu'au moins vendredi, samedi inclus. Ça va pas arrêter. Mais l'inconvénient, voilà, comme je le dis, ce sont des orages, donc c'est pas forcément la meilleure façon de remplir les nappes phréatiques. Parce que sous les orages, les pluies peuvent être assez importantes. Là, à l'heure actuelle, il y en a qui circulent déjà un peu dans le sud de la zone, vers Compiègne, il y en a quelques-uns. Ça reste globalement pas très intense, ça reste vraiment des averses orageuses plus que de véritables orages. Mais dans la semaine, voilà, ça pourrait évoluer en des orages qui vont éclater à droite à gauche. Et voilà, forcément, avec ces perturbations qui vont s'enchaîner, les températures vont chuter, mais chuter drastiquement, puisqu'en fin de semaine, on aura... si on dépasse les 19 degrés jeudi, vendredi, ça sera très très bien. Ah oui, donc on est bien loin des 35, 36 qu'on a eu la semaine dernière à l'ombre. Ça c'est certain. Et même pour le début du week-end, ça pourrait s'annoncer même encore un peu plus froid que cela. Donc voilà, donc c'est forcément à chaque passage orageux, on aura des chutes de température. Alors la nuit, ça reste stable. On va quand même avoir des nuits assez fraîches à 10, 11, 12 degrés, mais on descendra pas en dessous. Mais la journée, voilà, là aujourd'hui, on arrive encore à avoir les 24, 25 degrés, mais en fin de semaine, il faudra pas y compter, ça c'est certain. Par contre, pour la suite, apparemment, le week-end sera un week-end assez charnière parce que dimanche, on devrait avoir progressivement le retour de l'anticyclone, mais
Le problème, et Météo France le met clairement sur leur site, l'instabilité sera jamais trop loin, donc du coup le soleil fera son retour, ça c'est quasiment une certitude de jour en jour, mais voilà, des orages pourraient éclater parce que l'instabilité sera vraiment bien présente. Donc ça reste encore à définir pour la semaine prochaine. Est-ce que ça va être encore une très très belle semaine ou plutôt orageuse? Ça reste à voir et à définir pour la fin de semaine. Mais en attendant, là on va se coltiner une paire d'orages jusqu'au moins la fin de semaine. Voilà un peu le programme des jours à venir. Orage, pluie, orage, baisse de température. Voilà, il faudra faire avec. Alors c'est vrai que les pluies on en a vraiment besoin, mais bon là ce sera des averses orageuses et on pourrait très bien même avoir des zones où il n'y a pas d'orage qui risquent d'éclater. Alors ce sera à voir. La bonne nouvelle quand même, parce que c'est qu'il ne s'annonce pas pour l'instant très intense, parce que c'est pas le tout d'avoir des pluies, mais si c'est pour avoir 40 mm en une heure, ça sert à rien, parce que tout est lessivé, tout est emporté. Mais voilà, donc pour l'instant, localement ils peuvent être intenses. Ça, de toute façon, un orage, on peut pas le prévoir exactement. Mais voilà, le risque est présent jusqu'à la fin de semaine. Donc c'est sûr que ça nous fait un changement par rapport à ce qu'on a connu la semaine dernière. Ça c'est. Alors, ce qui est surprenant, Benjamin, c'est surtout le vent qui change de direction sans cesse. Oui. Et ça, cette année, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt parce que justement ces fameuses perturbations anticyclones qui arrivent sur notre territoire, elles n'arrivent jamais du même côté. Et la semaine dernière, par exemple, là, c'était positionné plutôt sur le nord du pays, et donc du coup, on s'était tapé un vent, une direction vraiment purement sud-sud-ouest. Et on a même eu d'un phénomène qui est peu connu mais qui est assez marrant à voir. On a même eu dans le sud de la France et un peu dans le nord vers chez nous, mais un peu moins, des particules comme les poussières du désert du Sahara qui sont revenues jusqu'en France. Donc c'est pour vous dire quand même que c'était vraiment très chaud, parce que c'était vraiment de l'air chaud saharien qui nous arrivait, alors que là c'est clairement de l'air atlantique. Il y a en fin de semaine, ça sera même sûrement de l'air venant du nord. Ça sera vraiment un vent du nord. Ça c'est vrai que ça ne fait que changer. Et l'intensité du vent aussi, c'est assez remarquable parce que la vitesse du vent moyenne, elle est assez élevée quand même. Ce sont des journées assez venteuses que l'on a là cette année, un peu comme l'année dernière d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui, puisque tu as vu, j'ai ressorti une vidéo ce matin, un an jour pour jour. Il pleuvait, mais à saut, lorsque c'était assez extraordinaire, quoi. Même phénomène alors que l'année dernière. Alors, ah oui. Pratiquement. Si on a des gros orages, ça va être la même chose. Oui, c'est vrai qu'on a des il y en gros a. orages. Alors c'est assez bizarre parce que là on est statistiquement là le 25, 26, 27 juin, c'est un peu les 3 jours de l'année les plus orageux qu'on a en France en moyenne. Dans le nord en tout cas, c'est un peu statistique. Il y a même d'ailleurs on t'entend moins bien. Oui. Oui, allô? Voilà. Voilà. Ah. T'étais parti boire ton café, toi aussi, hein? Oui, c'est vrai, je m'éloigne un peu. Non, je me disais, dans le sud. Il y a pile 50 ans, on a connu en France chez nous, plus dans la Somme, mais on a eu dans l'Oise des épisodes d'orages violents et des tornades. Il y a eu 8 tornades la journée du 25, 26 et 27 juin en 1967, exactement. Donc c'est vrai que ces phénomènes, ils sont certes aujourd'hui on dit le réchauffement climatique fait que ces phénomènes climatiques assez extrêmes vont être de plus en plus fréquents. Bon, il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont toujours existé, mais que dans les années à venir, ça ne va pas forcément s'arranger. Quand on sait qu'en moyenne, d'ici 2030, il y aura un été sur 3 en moyenne qui sera caniculaire. Donc il ne faudra pas s'étonner qu'on ait de plus en plus de fortes températures et forcément de phénomènes extrêmes comme ces fameux orages qu'on va avoir cette semaine. Même s'ils restent globalement pas trop puissants, là dans le sud, là ils sont en alerte parce qu'il y a vraiment un gros risque et ça risque de s'intensifier dans les années à venir à cause du réchauffement climatique. Ça c'est certain. Ce qui est remarquable, c'est la semaine dernière, alors que nous avions 32, 33, 34 jusqu'à 36 degrés dans le nord, dans le sud, mais le grand sud, ils avaient 26, 28 seulement. Oui.
Bah, eux, ils ont le Grand Sud du côté de Marseille. Eux, c'est encore une histoire de vent. C'est le Mistral et la Tramontane là-bas. C'est le vent qui rafraîchit. Et venant du nord, donc c'est ça qui a rafraîchi. C'est pour ça que c'est pas la même chaleur entre chez nous et au sud. Au sud, c'est une chaleur un peu plus agréable parce que on a un peu de fraîcheur dans cette chaleur. Mais c'est vrai que chez nous, c'était vraiment une chaleur étouffante. Vraiment étouffante. Oui, voilà. Elle était vraiment très présente. Très intense, et bon, on a eu de la chance parce qu'il fut un temps où ils annonçaient la fin de la canicule d'une façon bien plus extrême avec de très violents orages, comme malheureusement parfois c'est le cas. Finalement ça s'est fait en douceur et les orages on les a cette semaine. Bon, ils sont pas, pour l'instant ils n'ont pas l'air de s'annoncer violents, mais bon, il faut espérer quand même qu'il y a un peu de précipitation durant cette semaine, parce que c'est vrai que là on en a vraiment besoin. On a besoin d'eau. Et justement, chez nous, le vent ajoute, parce que je parlais des plantes, genre les courgettes qui ont les feuilles qui ont brûlé ou autres, et le vent ajoute encore à cette chaleur. Hein, les plantes sont déshydratées par le vent, en plus. Ah oui. Et c'est vraiment... c'est incroyable de voir dans le nord des plantes du soleil, ce sont les tomates, les courgettes, les concombres, c'est une plante du soleil, qui aime le soleil, de voir les feuilles, une feuille brûlée. Hein, je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est vrai, oui, moi c'est pareil, j'ai entendu tout à l'heure mais la même chose, c'est pareil, j'ai des feuilles, des plants de tomates qui sont totalement enroulées aussi, les feuilles, par manque de l'air ambiant. Elles se protègent, hein, c'est-à-dire qu'elles offrent moins de surface en s'enroulant pour d'évaporation. Ah ouais, d'accord, c'est une forme de stress. Oui, la nature est très bien faite, hein. Mais elle s'adapte. Oui, elle s'adapte. Enfin bon, là, c'était un peu limite quand même. Et je ne sais pas. Donc justement, la gestion de l'eau, je pense que faire une mare en plus, c'est sympa parce que il y a des grenouilles dedans, souvent tout ça ou autre. Oui. Et comme tu dis, lorsqu'il y a des gros orages, si on a une mare ou quel que soit le système de récupération d'eau, l'avantage de la mare, quand même, c'est qu'on peut faire un gros volume. Philippe, notre ami collectionneur de tomates qui est à Glen, qui a construit un grand tunnel, après une pelleteuse, il a fait une immense mare à côté. Les gros moyens. Il faut faire venir une pelleteuse, hein. Bon, nous, nos petits bras avec sinon, dans la région, on a toujours un agriculteur qui a un tracteur avec une pelle ou. Ah oui. Voilà, et puis si on prend les copains, barbecue, on prend les copains avec une pelle et une pioche chacun. C'est bien, on va tous chez Pascal. Moi, je l'ai faite, la mare, tout seul. Bon, effectivement, j'étais un peu plus jeune quand je l'ai faite. Mais c'est vrai qu'on peut entreposer un gros volume d'eau. Alors, ça permet en plus de répondre aux gros orages, d'évacuer. Parce que l'eau des gouttières, elle ravine, elle sert à rien. Elle s'en va. Oui, ça c'est sûr. Elle s'en va. Ouais. Donc, l'avantage des mares, c'est ça. En plus, c'est sympa parce que je vous dis, moi j'ai les canards dedans, il y a des grenouilles, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Bon, l'inconvénient n'est pas filtré. Oui. L'avantage, c'est qu'avec les canards, donc ils l'ensemencent avec leur fiente et ça fait de l'engrais naturel. C'est un mini écosystème. Oui, c'est vrai que c'est pas mal les mares. Et qui plus est, elle a une température idéale pour arroser parce que l'eau du robinet est fraîche pour une plante. Ça fait un choc thermique. Et l'eau des puits aussi, c'est ce que je remarque, que j'essaye d'arroser, mais je préfère tirer l'eau du puits 1 à 2 heures avant parce que le thermomètre, je me suis déjà amusé, la température est vraiment à 13-14 degrés, l'eau du puits qui sort. C'est très très frais. De toute façon, le puits que j'avais avant, elle est à 8 degrés l'eau. Ah oui, 8 degrés. Ah non, nous, c'est plus c'est de l'argile, degrés. Donc c'est froid. 8 degrés. Ah oui, ouais. Été comme hiver. Donc, j'ai une amie qui est professionnelle, maraîcher professionnelle, qui a un puits. Et elle a installé 6 cuves de 1000 litres pour arroser. Et donc, la nuit, elle remplit ses cuves. Ah oui, comme ça la température ambiante, oui, c'est bon. Alors d'une part, ça évite aux plantes le choc thermique. Oui. Et qui dit choc thermique dit évaporation. Oui. En plus d'eau. Ah donc si vous mettez de l'eau à 25 degrés sur une terre qui est à 25, il n'y a pas de déperdition presque. Beaucoup moins. En fin de compte, ça c'est vrai qu'il faut bien réfléchir quand même comment utiliser l'eau et à bon escient, quoi, veut dire. Ah oui, c'est pour ça que moi, ça ne vaut pas une fortune. Hein, je veux dire, la plupart des gens qui ont un jardin, on va dire, familial, en gros, pour, on va dire, 200 €, vous installez, vous équipez votre jardin. Oui. Et si c'est du bon matériel, c'est fiable, ça dure des années. On dit par contre, éviter.
Oui. Un autre avantage du système de goutte à goutte que tu as dit tout à l'heure, justement, c'est pour ce choc thermique qui n'existe pas. Parce qu'étant donné que ça délivre progressivement, c'est un autre avantage. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a que des avantages au système de goutte à goutte. En plus, une plante, de toute façon, ça préfère avoir de l'eau en petite quantité de façon progressive plutôt que de grosses quantités tous les X temps, parce que voilà, c'est les mettre en stress en fait. Oui, en stress. Oui. À la limite, il vaut mieux pas les arroser que les arroser irrégulièrement. Oui, il vaut mieux. Oui, tout à fait. Non, mais ça c'est clair. Hein. Même pour les fruits, vous avez que ça soit aussi bien la tomate qu'une carotte. Si une carotte souffre de la chaleur et pas arrosée, que vous mettez 10 litres d'eau sur un rang de carotte d'un seul coup, elle va absorber l'eau, la carotte, et va éclater. Et la tomate, le fruit de la tomate, si vous l'arrosez soudainement, va éclater. Parce qu'il a beaucoup de matière sèche. Ici, il s'hydrate. De toute façon, la peau n'est pas assez élastique pour suivre le grossissement du fruit. Elle éclate. Et donc, fruit éclaté, il ne se conserve pas. Les maladies peuvent se propager. Voilà. Oui. Puis c'est moins beau. Tout rentre dans le fruit. Oui, c'est pas beau. Et puis c'est pas bon. Et puis bon. Ça il ne se conserve pas un fruit éclaté. Exactement. D'accord. Donc le goutte à goutte, c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. En plus, ça permet de partir en vacances en plus. Ça c'est bien. En plus, rien n'interdit de mettre un goutte à goutte sur une mare. Ce qu'il faut, c'est avoir un système qui est pas compliqué, avec un bidon de 200 litres où vous mettez du gravillon, du sable, du charbon, vous filtrez votre eau. Hein. Ça, c'est faisable. Hein. Mais je pense qu'on va y venir à ça, parce que la mare... Ça pose aucun problème. Moi, ma mare, il y a 15 ans qu'elle existe. Avant, j'en avais une beaucoup moins grande. Mais c'est efficace. Là, s'il y a des gros orages, ce soir, j'aurais récupéré quelques milliers de litres d'eau. Hein, 20 ou 30 000 litres. Hein, et naturel. Ah oui, naturel. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, on lui dit de toute façon... L'eau, ça va devenir, c'est déjà le cas, mais une ressource, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'or blanc. Hein, c'est quelque chose qui est très difficile et c'est quand on en manque, ici, là, en ce moment, en période, qu'on se rend compte qu'en effet, il faut pas la gaspiller. C'est quelque chose d'assez... Et hier, moi, j'avais semé du persil tubéreux, des panais, à la bonne époque, hein, fin avril. Donc bien sûr, ils ont brûlé complètement avec le soleil, le peu qu'il y avait levé. Et donc à la collinette, j'ai bougé la terre. C'est de la poussière. Ah oui. De la poussière. Donc j'ai fait mes rayons pour semer carottes et les panais, tout ça. Donc à l'arrosoir, j'ai mis de l'eau au fond, carrément. J'ai arrosé le fond du rayon avec au goulot pour détremper, parce que il n'y a rien, il n'y a plus d'eau. Hein. Alors il y a peut-être le système aussi avec les graines, les faire détremper avant dans... Oui, aussi, ça les hydrate. Hein. Voilà, aussi, comme ça au moins... Mais même si on hydrate une graine et puis qu'elle est sur un support sec, elle ne va pas lever de toute façon. Au contraire, elle va brûler. En fin de compte, c'est un petit peu risqué. Là, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on met, ce qu'on fait... Là, cette semaine, moi j'ai semé les carottes, tout ce qui est carottes, les panais, le persil tubéreux, les courgettes, tout ça, il faut les lever, il faut les semer, parce qu'il va faire 19-20 degrés, c'est pas terrible, mais les plantes vont lever. Et qui plus est, si on sème des laitues, les laitues au-dessus de 23 degrés lèvent mal. Donc là, s'il faut en semer des laitues, il faut les semer maintenant. Moi, je vais en semer demain. D'accord. Elles n'ont pas aimé ces derniers temps les laitues. Elles ont tourné avant même de pouvoir les récolter. Alors, c'est vrai. Il y a une chose qui est amusante. J'ai des laitues l'an dernier qui s'étaient ressemées toutes seules chez moi. J'ai laissé monter la graine, j'ai fait les graines, et ce sont les seules. J'ai eu le même tour. Et cette année... elles n'ont pas monté. Oui, elles n'ont pas. Exactement, voilà. J'ai eu le même tour, oui, c'est vrai. Les salades que j'ai réussi à récolter, ce sont des salades qui sont ressemées l'année dernière toutes seules et qui, elles, n'ont pas monté, contrairement aux autres. Et donc, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'elles sont adaptées déjà. C'est ce que j'allais dire, alors oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante a enregistré tout ce qu'elle a enregistré sur le climat, sur le sol, sur où elle était, son environnement, et elle fait avec, elle gère. Ah, d'accord. Il y a une adaptation. C'est comme vraiment. Vous prenez un enfant, vous le mettez dans un milieu très évolué où on le stimule, on va le faire lire, on lui montre des livres et autres. Et un enfant que vous mettez dans un coin, ou même un chien, de toute façon. Oui. Il va faire avec. Oui, selon l'environnement. L'environnement. De toute façon,
la nature s'adapte, que ce soit l'homme, que ce soit les animaux ou les plantes. Et les plantes, je pense, ont un pouvoir d'adaptabilité qui est encore beau. Elles n'ont pas le choix, de toute façon. Nous, on peut se protéger. Une plante, elle n'a pas le choix. Et elle a les pieds dans la terre. Nous, on les a sur terre, elle les a dans la terre. Donc, on laisse faire la nature. Et donc, ces fameuses laitues, moi, qui sont magnifiques, qui ne montent pas, je les laisse monter pour récupérer les graines, justement. Ah oui. Parce que ça veut dire quelque chose. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'elles sont hybridées avec une autre? J'ignore complètement. Parce que c'est pas impossible. Oui, je trouve qu'elles sont très claires par rapport à ce que je fais d'habitude, mais elle est là. Voilà, donc je vais la garder. Parce qu'au moins je sais qu'elle elle connaît toutes les données techniques du territoire. C'est pas bête une laitue. Ah non, mais c'est le même principe aussi, parce que un résultat similaire que j'avais pu observer chez certaines tomates, par exemple une variété très connue, la noire de Crimée, elle est vachement connue, donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. C'est une variété qui a tendance à éclater. Et alors même si je la fais pure cette année, l'année dernière par exemple, d'année en année, j'ai observé qu'elle éclatait de moins en moins, parce que je pense que de s'adapter à la façon dont elle est traitée, dont elle est arrosée, et de récolter les graines de ce plan d'année en année, ça a permis une certaine adaptation. Et ça, c'est vrai que chez les tomates, on peut la retrouver aussi, chez toutes les plantes, mais c'est un autre exemple aussi assez flagrant donc du coup, c'est un argument pour récolter ses propres graines au jardin. Oui, tout à fait. Justement, je parlais hors antenne d'un projet sur la Moldavie. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone, donc j'ai pas préparé l'émission d'ailleurs, parce que j'ai raccroché le téléphone juste avant de venir. Et cette jeune femme qui est ingénieure agronome, quoi, donc je veux dire, elle connaît un peu la plante. Voilà, elle est diplômée de Jean Glou. Jean Glou, c'est en Belgique. C'est pour moi la plus grande école au monde au niveau technique de la génétique de la plante. Il y a peut-être une école, peut-être une aux États-Unis, en Californie, qui l'équivaut, mais ils sont moins fins. Voilà, bon, peu importe. Et donc, elle a travaillé là-bas pendant 15 ans, cette personne, et donc on parle justement de semences que les semenciers hollandais industriels leur envoient. L'an dernier, ils ont eu 0 tomate avec les industriels, et puis des vieilles variétés de chez eux, sans arrosage, sans rien. Elles ont produit. Eh ben voilà. C'est tout. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. De toute façon, les légumes ou les plantes que l'on achète dans le commerce, ce sont des variétés qui sont créées pour être cultivées dans des conditions vraiment très précises, de température, d'hygrométrie, de tout ce que l'on veut. Et ces plantes, si on veut les cultiver, d'ailleurs, les semenciers n'hésitent pas à en vendre aux amateurs. Il y a plusieurs semenciers, je ne les citerai pas, ça ne sert à rien. On vous vend des hybrides fins qui sont soi-disant très évolués. Ces plantes ne sont pas adaptées à une culture traditionnelle. Alors donc, point final. Pascal, il faut aller où pour aller chercher justement ces semences ou ces plants? Il y a bien un endroit spécial qui fait qu'on a des belles semences. Alors, l'idéal, c'est ceux qui ont un grand-père ou une grand-mère qui jardinait. Déjà. Ouais, mon grand-père, il est plus là. Voilà, bon, peu importe. Grand-mère non plus. Non, mais vous avez, on en retrouve, en plus, dans les Hauts-de-France, on a un conservatoire qui a un partenariat avec un semencier régional. Je vais le citer, parce que c'est un petit semencier, c'est la maison Bocquet, B-O-C-Q-U-E-T. Ils sont dans le nord. Donc notamment ceux qui ont réhabilité la carotte de Tilk, cette carotte du Nord, qui est une carotte énorme, qui fait 30 cm. Voilà, ils recherchent sans arrêt. Moi, je vais être contacté pour des salades, notamment, et des haricots. Ce conservatoire, c'est un conservatoire. Picardie Nature, d'ailleurs, est aussi dans le coup. Oui. Alors, on peut-être commander par Internet, non? Ou alors il faut se déplacer pour aller chercher. En fin de compte, non, ils ont un site Internet. Ils ont un site Internet. Ils ont un site Internet. Et donc, ils vont vous vendre des laitues qui sont adaptées à notre... En plus, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Parce que qui dit hybride dit royalties, on est bien d'accord. On va être simple. Ce sont des gens qui vendent des variétés adaptées, qui sont là depuis longtemps, C'est comme le coup de la salade chez Benjamin, chez moi. Donc, c'est une salade la graine était créée sur le in situ, dans notre terrain. Elle a connu l'an dernier le froid, elle a tout eu l'an dernier de toute façon. Oui, Cette année, on a les mêmes problèmes. On a eu le froid, parce qu'une graine qui a passé l'hiver et qui sort maintenant, elle est costaud celle-là. Oui, c'est vrai. Elle est costaud. Ah, oui. Parce qu'elle a subi le froid, la pluie, l'humidité, la chaleur, tout. Donc,
déjà, elle sait se défendre. Ouais. Voilà. C'est ces plantes-là qu'il faut privilégier. Alors effectivement, peut-être que les salades, on parle des salades, hein, ou lorsque je vois des tomates dans le commerce, les tomates grappes, vous avez 5 tomates bien rondes, c'est exactement le modèle. Ouais, à l'œil, c'est peut-être pas trop moche. Imaginez que toutes les femmes soient pareilles en 90C, on s'ennuierait. On s'ennuierait. Ah là, Pascal, oui. Voilà. Si tous les mecs mesuraient 1m80 aux yeux bleus et tout. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous la sauriez. Oui. Ah, voilà, c'est pareil. Donc, non, ces variétés, dans des familles, il y a des trésors encore, des trésors qui dorment. Moi, j'ai retrouvé une variété de tomates dans un groupe de personnes, quelques Français, quelques Italiens. Les types, ce sont des extrémistes qui vivent au seuil de pauvreté, à la limite entre la frontière française et italienne. Et ils ont une variété de tomates, et puis qui est magnifique. Je l'ai cultivé l'an dernier un plant. Je l'ai présenté à un hybrideur américain. Il m'a dit, mais c'est quoi? C'est magnifique ça. J'ai expliqué ce que c'était. Il me dit, mais il y a des fous chez vous. Ouais, mais ce sont ces gens-là qui font la diversité. Alors justement, Pascal, est-ce que vous êtes à la recherche de choses qui ne sont pas communs comme ça? Parce que vous dites que vous l'avez trouvé, grand-père et grand-mère, qui sait que, oui. Ah oui, bien sûr, mais d'où l'intérêt quand vous organisez Radio Pisalène une bourse aux plantes, oui. D'où l'intérêt de ce genre de bourse, parce que même sur des fêtes, je me souviens d'un jeune qui est venu me voir avec une poignée de haricots sur à Recours Saint-Martin, il ne savait pas ce que c'était. Et je lui dis, je pense c'est telle variété, c'est l'ancêtre de haricots de Soissons. Je lui dis, j'en suis sûr, parce que j'ai vu des saintes graines. Et le type, il dit, c'est mon grand-père qui avait ça, qui tenait de son grand-père. Je lui dis, tu as un trésor dans la main, je lui dis. Putain, oui. Voilà, c'est tout. Mais on les trouve dans le commerce maintenant, d'ailleurs, on les retrouve. Mais c'est vrai que si, il y a plein de choses. Moi aussi, je suis ouvert à tout. J'ai semé des laitues qui viennent de Suisse, qui sont très 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 anciennes. C'est ce qu'on appelle des laitues noires. Alors elles sont pas noires en fait, elles sont bordeaux foncé, très très foncées. Mais elles sont magnifiques. Et donc j'ai eu quelques graines par une collectionneuse suisse qui collectionne les salades notamment. Moi j'ai envoyé des graines de tomates. Et donc je vais les reproduire parce que c'est le climat suisse, l'hiver, il est quand même pas tendre. Hein. Alors c'est de la salade qui se mange bien, c'est de la salade sucrée, c'est de la salade avec du goût. Elles font 3 cm. Ah d'accord. Oui, pour le moment là. Oui. C'est des bébés là, mais je veux dire, mais c'est intéressant parce que j'ai les noms, je regarde là, je sais ce que c'est et c'est intéressant. Alors, on va lancer quand même un appel aux auditeurs de Radio Pisalène qui nous écoutent hein, justement. Si vous avez des graines spéciales, si vous avez quelque chose au fond de votre jardin, si vous ne savez pas du tout ce que vous avez, justement, Pascal peut vous être en relation avec vous. Hein. Oui, alors sur la tomate, je pense que je pourrais répondre à pas mal de questions. Oui. Sur d'autres choses, sur le genre salade et autres, je connais, mais beaucoup moins. Mais il y a des collectionneurs et des spécialistes dans tout. Oui. Et donc d'où l'intérêt de ces conservatoires, qui sont d'ailleurs souvent la main d'œuvre, ce sont des amateurs. Bien sûr, oui. Voilà. Et ça marche parce que. Puis en plus, je sais pas, mais lorsqu'on voit un jeune couple, c'est souvent ce qui se passe, jeune couple, il vient nous voir. Alors là, j'ai ça. C'est mon père qui a ça de son père, qui l'avait, ou de mère en fille, pareil. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Parce qu'il y a une relation. De famille. Hein, voilà, déjà. Père, le grand-père, l'arrière-grand-père qui avait. Et puis souvent, ce qui se passe souvent dans les régions, on va dire, agricoles comme ici, hein, les personnes ne bougeaient pas trop, donc c'est une souche vraiment régionale. Et ça, c'est ça qui est important. Il y a vraiment des choses que l'on sait qui ont existé ou qui existent toujours, mais on ne sait pas chez qui. Oui, alors... ça, c'est intéressant. C'est vrai que les légumes... Alors, on va parler des légumes un petit peu oubliés, parce que les rutabagas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des topinambours, et qu'est-ce que... Le topinambour, si des auditeurs en veulent pour l'année prochaine...
Vous en avez, Pascal? Ah bon. Bah, moi, c'est marrant, j'arrive pas à les faire pousser. Pourtant, c'est bon. Mon Dieu. C'est bon. Bah, moi, je vais en prendre un pied, Pascal. Alors, le problème du topinambour, c'est lorsqu'on a un pied qui se plaît, voilà. on a la tribu après. Il faut que ça se plaise, hein. C'est ça, un petit peu. Pourtant, ça supporte tous les sols. Ah oui? Alors, c'est en ce moment? Non, ça se tente au printemps. Ouais, d'accord, ok. Alors, l'inconvénient, le topinambour a 2 inconvénients. Il faut le consommer dès l'arrachage, il ne se conserve pas, il flétrit très vite, ça c'est une chose, et certaines personnes se plaignent qu'il n'est pas très digeste, qu'il donne des maux d'estomac. Vous le faites cuire avec un jus de citron, et vous n'aurez plus ce problème. Ah, ben voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de mal de ventre. Voilà, tout à fait. Et donc avec un jus de citron, ça pose aucun problème. Mais c'est bon. Ah oui. Ah oui, c'est bon. Bien sûr. une purée pommes de terre, et ça, moi, je trouve que c'est vrai que c'est bien. C'est des légumes que nos parents, nos grands-pères cultivaient et mangeaient. Hein. Bon, là, les rutabagas. Il y avait autre chose, des gros navets. Alors, c'est peut-être ça. Les choux raves. Ah, d'accord. Les choux raves. Ça devient énorme. Ça. L'an dernier, j'en avais emporté un. Tu es toujours en ligne, Benjamin? Oui, j'écoute avec attention. C'est pour ça, j'allais vous dire, vous avez oublié Benjamin. J'en avais porté un. Non, il peut parler à intervenir. J'en ai porté un recours. Il faisait plus de 6 kilos. Un chou rave. Un chou rave? Un chou rave, oui, c'est vrai. Il était assez énorme. Oui. Alors c'est marrant, ça fait comme le pied d'un chou. Vous avez une boule en haut. Et ça pousse, mais c'est génial. Bon, on n'est pas obligé de laisser venir à 6 kilos pour le consommer, mais c'est très rustique en plus. Oui. Ça craint pas le froid. Ça, voilà. Et puis effectivement, alors, je pense que les papilles du consommateur de maintenant qui est habitué à tout ce qui est insipide en supermarché, je l'ai dit, ça y est, je le dis. Fallait que ça sorte. N'est plus habitué en général à ces légumes qui ont un caractère. Voilà. C'est rustique, comme tu dis. C'est rustique. Il y en a dedans. Ah oui. Comme je dis à mes filles, c'est pas un truc de Parisien. Ça les fait rire. Non, mais c'est vrai. Il y a aussi le cardon aussi. Le cardon, oui. Ah oui, ancien, et on redécouvre. C'est une espèce de bête entre la bête et l'artichaut. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est aussi peu connu, il y a peu de personnes qui le connaissent, et puis maintenant on commence à le redécouvrir dans les jardins. Il y a un peu toutes les couleurs. Les panais, j'en ai toujours fait, il n'y a pas de problème. Le persil tubéreux, c'est extraordinaire, c'est un persil mais qui a une grosse racine, on consomme la racine, mais c'est bon, c'est fin. Le persil tubéreux, ça je connais pas moi. Les feuilles sont comme du persil, normal. Oui. Il a une très grosse racine, et donc on le cultive pour sa racine. Ça, par contre, ça fait partie des oubliés quand même, parce que c'est très oublié. C'est pas connu, ça. Ah oui. Le cerfeuil tubéreux aussi. Exactement, tu as le cerfeuil aussi. C'est que la clématite tubéreuse ou assez beau parce que ça fait des fleurs, mais ça se consomme. Oui. Voilà, on ose il y a plein de légumes comme ça. Alors, effectivement, c'est un peu déroutant parce que nos enfants, malheureusement, sont habitués à une nourriture maintenant qui est très aseptisée, très normalisée. Je me souviens justement, mes filles, la première fois, je leur ai fait une langue de bœuf avec une purée au topinambour et persil tubéreux. C'est quoi ça, papa? Goûte. Oh non. Ah ouais. Puis, c'est vachement bon. Voilà, ils sont pas habitués, c'est ça. Hein. Et après toutes les 2 semaines, je leur fasse une langue de bœuf. Mais je pense que c'est un petit peu à nous aussi de les habituer, nos enfants, à ces légumes qui sont dans le jardin et qui sont oubliés mis dans un petit coin ou alors. Justement, lors d'une conférence où j'avais été intervenu sur les légumes, il y avait un médecin qui était là, nutritionniste, qui disait, de toute façon, l'éducation des enfants, c'est bien. Et moi, je parlais d'éducation des parents. Il me dit, oui, c'est vrai. Parce qu'une maman qui ne consomme pas de topinambour, ou peu importe, le fœtus n'enregistre pas le goût. Par contre, si la maman consomme tous ces légumes, l'enfant sera demandeur.
Ah d'accord. Parce qu'il est au bout. Hein. C'est comme on dit le thon est un poisson qui est très pollué. Pourquoi? Oui. Parce qu'il mange le poisson, qui a mangé le poisson, qui a mangé le poisson, qui a mangé le poisson. Ah, lui, il est au bout, il récupère tout. Ah oui. C'est comme l'ours blanc. Hein. Il mange tout ce qui est pollué, parce qu'il est au bout de la chaîne. Voilà. Donc l'enfant, le fœtus, c'est le même système. On dit pas qu'on peut le polluer, mais on peut lui donner des tas de cochonneries aux enfants, au fœtus, si on consomme. Donc bien manger quand on attend un bébé, varié. Bien manger du varié, bah oui, un petit peu de tout, hein. Et au niveau régime, en plus, c'est très bien. Alors Benjamin, vous restez en ligne, hein. Ça ne nous empêche pas d'avoir une autre personne en ligne. Nous avons encore Martial de Beautort. Voilà, on est à 4 à discuter sur la ligne, c'est bien. Voilà, Martial, oui. Martial, bonjour, rebonjour. Bonjour Edwige. Oui. Oui, je voulais poser une question à Pascal. Oui. Pour savoir, pour mettre des choux, est-ce que c'est possible ou pas? Enfin, des choux de Milan. Des choux d'hiver. Ah bah, de toute façon, maintenant, on va pouvoir les planter, mais on peut encore en semer. Hein. Ah. Ah oui, tout à fait. Ah bon. Et là, cette semaine, n'hésitez pas, parce qu'il va pas faire très chaud, donc les plants vont être à la bonne température pour laver. Ah oui, bon, tout à fait. d'accord. Oui. Moi, j'en ai qui ont à peine de feuilles, là, donc ils ont combien? 15 jours. Non, il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard. Non. Oui, c'était pour ça que je voulais savoir. Oui. Il y a en plus les choux de Milan, donc on pourra. Il y en a des hybrides F1, mais il y en a de très anciens, le vrai Milan, ou même le Pontoise. Le Pontoise est un excellent chou. Je voulais vous demander aussi pour les pommes de terre, les feuilles, elles sont toutes jaunes. À mon avis, elles ont soif. Je pense que Benjamin me le dira, elles sont déshydratées, ça c'est même chez moi, il y a certaines aussi commencent. Alors ce qui me fait dire qu'elles ont soif, c'est que ce sont celles qui sont sur le pourtour des parcelles, qui sont jaunes, donc qui n'ont pas d'ombre du tout, parce que les rangs intérieurs se font de l'ombre entre eux, donc ils souffrent moins. Mais oui, ça cette année, de toute façon, bah oui. Mais je pense que cette semaine, elle devrait pouvoir s'hydrater. Ah bon, d'accord. On l'espère beaucoup. Qu'est-ce que vous faites comme variété de pommes de terre? Oh, c'est des primeurs, enfin c'est des hâtives. Oui, mais comme variété, vous savez, non? Comme pommes de terre, c'est des... Oh, je sais plus. Apollo, l'amandine. Non, c'est la pas Roosevelt. Apollo. Ouais. C'est une pomme de terre, je sais pas. Je peux pas vous dire. Enfin, j'ai arraché 2 plants. Et elles sont belles. Petites pommes de terre. Petites pommes de terre, bah oui, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, oui. Donc si on a des bonnes pluies, ça va. À partir du moment où vous avez les petits tubercules en formation, il n'est pas trop tard. Hein, s'il pleut, ça devrait aller. Hein. Et l'avantage que nous avons, c'est que la plupart des pommes de terre sont déjà en fleurs. Donc les attaques du mildiou à ce stade-là sont moins graves. Parce que cette semaine, il va pleuvoir. 19-20 degrés, c'est la température à laquelle idéal pour il va s'inviter. Donc pulvérisé avec du bicarbonate, n'ayez pas peur, 5 grammes au litre. D'accord. Avec là, j'ai des haricots verts, excusez-moi. Oui. J'ai des haricots verts, ils sont en fleurs. Ah, c'est beau, à cette époque-là, c'est bien. Ah ouais. Alors là, s'il pleut, effectivement, ça va être super pour eux, parce qu'ils vont pouvoir... Oui, ils sont en fleurs. C'est bien, c'est bien. Donc il faut attendre un moment. Oh, ça va aller vite, hein. Lorsqu'ils sont en fleurs, après, ça va très vite. Hein. Ah bon, d'accord. Oui. Voilà. Bon. Vous avez un grand jardin? Un grand, oui. Enfin, un grand, oui. C'est un petit peu votre occupation? Ah oui, mon père il s'en occupe et puis moi aussi. Ah, c'est bien ça. C'est un jardin familial. Parce que ma maman elle est disparue, donc je m'occupe avec lui. C'est un jardin familial, c'est bien ça. C'est une très bonne occupation. Est-ce que vous avez des vieilles variétés, comme on dit, de semences qui pourraient éventuellement intéresser ou faire des échanges? Des graines, vous En graines Ah oui. Oh, je pense que je dois avoir ça. C'est bien. Il y a des trésors partout. Vous avez ça, donc est-ce que vous pourriez éventuellement venir à Puisalène, nous en parler ou venir? Je ne peux pas. Vous pouvez pas? Non, j'ai pas de voiture. D'accord. Bon, à ce moment-là, on va trouver un petit moyen de façon que vous puissiez nous on va aller les chercher, ou alors on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est comme variété? Qu'est-ce que c'est? C'est des variétés c'est des semences de quoi? De salade, de salade, de radis. De radis? Il y a un petit peu de tout, je crois. D'accord.
Oui, c'est pareil, les radis anciens, on n'en trouve plus. Non. On a maintenant que des variétés. Alors vous avez la variété à faire sous tunnel, la variété à faire au printemps, la variété. Bon, après, effectivement, il y a radis printemps, d'été et radis d'hiver. Radis d'hiver est un gros radis. Il est superbe. Mais c'est vrai qu'on nous inonde maintenant de variétés incroyables. Voilà, comme je veux dire, de mon temps, il y avait que le radis 18 jours. Martial, est-ce que vous avez justement des radis anciens? Ça, je sais pas. Faudrait que je regarde dans ma boîte parce que j'ai une boîte avec c'est vrai de graines. Ah oui. Ah, ben regardez alors, Martial, hein, vous nous dites quoi alors? Si vous avez vraiment ces anciens radis, ça serait bien ça. Oui. Bah, je vous rappellerai de toute façon. D'accord. Okay. Mardi prochain. Oui. Alors, jardinez bien, surtout profitez-en, il va faire la température idéale. Là. D'accord. Continuez. Bien. Merci Martial d'avoir appelé. Oui, bah de rien, et puis une bonne journée à vous deux. Merci à vous aussi, au revoir. Ben oui, voilà, faites comme Martial. Hein. Appelez-nous si vous voulez avoir des conseils sur le jardinage, surtout si vous avez des vieilles semences. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah oui, non, c'est... D'avoir dans c'est l'avenir. Benjamin, tu restes avec nous. Hein. Je regarde, je vérifie si mon petit cadounet nous a pas coupé. Non, il n'y a pas de souci. Bon. C'est juste que j'entends pas ce que disent les autres auditeurs, donc j'entends que vous... Est-ce que tu n'as pas... T'as pas couplé? Ah bon? Tiens, c'est bizarre. T'as pas couplé mon petit canard? Non. Voilà, c'était juste pour ça, donc je n'osais pas intervenir parce que j'entendais pas. Mais... tu as des vieilles variétés. Elle a oublié de coupler. Voilà. Bon, bah maintenant c'est couplé. Ça y est. Tu vas pouvoir, si jamais il y a un auditeur qui nous appelle, tu vas pouvoir écouter. Ah, c'est dommage. Voilà. C'est pour ça que tu pouvais pas intervenir avec. Oui, voilà, j'entendais vos réponses et. D'accord. Bon, eh bien voilà. Alors c'est vrai en ce qui concerne ces vieilles semences, pourquoi pas dans une petite boîte en ferraille. Je vois tout à fait. C'est une boîte à biscuits, la boîte à biscuits ou à sucre. Exactement, c'est un petit peu ce que faisaient nos... Le problème souvent, c'est que ces graines sont restées très longtemps comme ça à température ambiante et leur pouvoir germinatif s'est affaibli. Alors bon, parfois on peut un peu les booster en les faisant tremper dans du thé par exemple. Il y a aussi bien sûr des produits Alors spécialisés. Mais j'ai pas ce genre de produit. Il faut les conserver au froid aussi. Le froid, je sais certains. Ouais, mais je pense que le monsieur là, à mon avis, non, c'est sa boîte. C'est sa petite boîte perso. Bah oui. Voilà, mais moi j'ai entendu dire que justement les graines, il fallait les utiliser, sinon ça se gare. Enfin, ça ne produisait pas d'une année à une autre si on les utilisait pas au moment qu'il fallait les faire, quoi. Alors, pour moi, la production la seule chose qui va changer, c'est la germination, le pouvoir germinatif qui diminue. Mais si la plante germe, elle produira autant que si elle avait été. Ah oui, ça c'est. Le plus dur, c'est de la réveiller quand elle est en dormance comme ça pendant longtemps. Ah d'accord. Donc on peut justement, il y a le thé, ça marche, hein, ça les booste un peu. Puis après, il y a des produits professionnels qui sont vraiment. Bon, c'est pour des chimiques, hein, bien sûr. Mais le thé, c'est plus naturel. Oui, c'est plus naturel. Comment tu fais? Dis-moi. Tu fais au lieu de faire tremper dans l'eau, tu fais tremper dans du thé. Ah, ok, d'accord. Voilà, et ça les booste. Donc voilà, si Martial, vous nous écoutez encore, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez réveiller votre petite graine. J'ai appris ça par nos amis américains qui sont vraiment des adeptes de... Pratiquement toutes leurs graines, ils font tremper dans du thé. Et regardez bien dans votre boîte, au fond de votre boîte. Je suis sûre que vous avez un trésor caché. Tous les légumes aussi, je voulais dire par rapport à les légumes racines comme les carottes ou les panais. Alors moi, c'est vrai que ils ont besoin, en revanche, eux, c'est le genre de légumes qui ont besoin de cette période de froid pour germer. J'ai remarqué ça. Depuis que je mets au frigo toutes les graines, alors je récolte peu les graines de carottes, parce qu'en plus il faut attendre une année supplémentaire, comme ça fleurit au bout de la deuxième année. Mais le fait de le mettre au frigo quelques semaines avant, j'ai remarqué que le pouvoir germinatif il est vachement augmenté des graines mises au frigo. Pour les carottes je parle, pour les autres légumes je ne sais pas trop. Pratiquement tous, ça leur pour eux, moi je les mets au congélateur parfois. Ah ouais. Oui.
Certains mettent au congélateur. Ouais. C'est ce qu'on appelle la vernalisation, mais je sais que c'est quelque chose qui est pas forcément très connu. Mais pour les carottes et les panais, on entend souvent des personnes dire qu'ils mettent du temps avant de pouvoir. Ils ressèment 2-3 fois avant d'en avoir. Et moi, depuis que je passe par le stade frigo au congélateur, systématiquement, ça germe du premier coup. Là, juste avant la canicule, j'ai mis congélateur. Il n'y a rien qui a levé. Hein. mais c'est normal. Oui, alors après, voilà. C'est trop chaud. Alors, après, oui. Benjamin, frigo et après congélateur? Non, l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Moi, j'évite le congélateur parce que on peut, hein, mais c'est plutôt dans ma tête. Je me dis, j'ai peur de congeler les réserves, tout ça. Alors qu'on pourrait très bien, parce que quand on voit, par exemple, la salade qu'on parlait tout à l'heure, on n'a pas eu un hiver très rude, mais ça peut très bien résister à du moins 10, moins 15, hein, une graine de salade. Donc, dans les, comment dirais-je? Dans les grainetiers professionnels, leurs graines sont congelées, hein, systématiquement. Alors, d'une part, c'est un avantage, c'est qu'il n'y a pas d'insectes dans les congélateurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, je connais un autre grainetier, on peut le citer, c'est Sainte-Marthe. Eux, ils tiennent à 3 degrés. Dans les grandes chambres froides, à 3 degrés. D'autres congèlent. Alors, effectivement, lorsque le congèle, c'est à moins 20 degrés, normalement, ils les tiennent. Effectivement, lorsqu'on prend une graine qui est à moins 20 degrés, on la sème, il fait 20 degrés, il y a 40 degrés d'écart. Donc pour la plante, dans sa tête, il fait très beau. Donc elle se réveille beaucoup plus vite que si on la passe de votre pièce à 20, vous la mettez dans l'eau à 20, il y a que l'hygrométrie qui change. Et le choc thermique, effectivement. Alors certains expliquent que le fait de décongeler, ça les stresse. C'est possible. Ça réveille peut-être l'instinct de reproduction, je dis complètement, mais ce qui est sûr, c'est que ça marche. Mais en fin de compte, c'est comme tout, hein, il faut savoir leur parler aux plantes, hein, c'est comme pour les femmes, il faut savoir leur dire des petits mots gentils, des petits mots d'amour, et puis ça y est, elles fleurissent. Hein. Ah oui. Je parle des plantes. Les chansons d'amour, c'est l'heure. Oui, voilà, tout à l'heure, à partir de 16h. Non, mais c'est vrai que... On a encore une petite demi-heure. Ça va, Benjamin, vous vous ennuyez pas? Ça va? Pas du tout, c'est très instructif. D'accord. Bon, en tout cas, c'est très gentil de participer à cette émission. Justement, est-ce que vous voulez rester avec nous pour qu'on puisse parler un sujet quand même qui est important? On va parler un petit peu des abeilles. Oui. Alors, moi, je vais juste lancer le petit truc qui dit la disparition massive des abeilles et pollinisateurs sauvages a beau être connue, l'urgence à stopper cette hécatombe qui met en danger les plantes à fleurs, la beauté de nos campagnes, aussi les fruits et légumes, la diversité et la sécurité alimentaire. A beau être reconnu, des mesures prises pour protéger les pollinisateurs restent dérisoires. Voilà, maintenant je donne la suite à Pascal qui pourrait reprendre derrière. Surtout à Benjamin, parce que Benjamin avec son père ont une belle collection de ruches, je crois. Ah. C'est ça, oui. Ça tombe bien. En tant qu'amateur, cette année, en plus la retraite approche à grands pas, donc il va pouvoir si vraiment s'y attarder. Mais c'est vrai qu'on remarque d'année en année des ruches, des disparitions de ruches, et parfois et je crois que c'est Pascal, tu m'en as fait aussi l'expérience cette année, des coïncidences assez drastiques quand on voit un cultivateur ou des cultivateurs en train de traiter leur champ, et quand on voit le soir même toutes les abeilles rentrer dans la ruche, tomber comme des mouches, vraiment, comme si on les avait pulvérisées à la bombe. Voilà, donc c'est qu'il y a clairement un problème dans les produits utilisés, et ceux qu'on interdit, franchement, c'est loin d'être suffisant. Hier, on a été témoin de ce qu'on appelle le lobbying, le ministre de l'Agriculture qui dit on va revenir sur les néonicotinoïdes. Donc, ce sont les fameux produits chimiques tueurs d'abeilles, qu'on les appelle. Donc, la France en a interdit un certain nombre. Je crois que l'Europe nous accordait 3, la France en voulait 7 à une époque. Donc, mais ils sont interdits, mais on peut les utiliser jusqu'en 2018 quand même. C'est ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des stocks, faut bien les passer. Oui, mais bon, en attendant, les abeilles. Il est vrai que les abeilles, j'en ai parlé avec Benjamin. Moi, j'ai vu une ruche mourir en quelques heures. Ah oui, complètement. Tu te lèves le matin, il est 6 heures, tu sens l'odeur de produits chimiques et tu vas faire un tour.
Tu vois l'agriculteur qui est en train de traiter son colza, et tu vois toutes les ruches qui ratent toutes les abeilles ratent la ruche, elles tombent avant la ruche. Toutes. Ah oui, là, sont complètement désorientées. Ah oui, c'est. Là, il y a vraiment problème alors. Alors donc, moi, je suis pas professionnel. On va dire c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est grave pour la nature. Je dis, mais ça va pas m'induire ça va pas me mettre ma carrière en l'air. Par contre, pour les abeilles, c'est grave parce que ce qui arrive sur une ruche de chez moi, ça arrive à tout le monde autour. Mais il n'y a pas que les abeilles. Il y a les bourdons, et puis il n'y a pas que l'abeille noire à miel de chez nous. Oui. Il y en a des dizaines de races d'abeilles. Et c'est dramatique parce que on regarde et en fait, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et lorsque moi, je ne fais pas de politique parce que la politique m'a écœuré. Il y en a qui l'ont fait dans ma famille, donc je peux en parler. Il y a eu un ministre dans ma famille, donc je sais un petit peu comment ça se passe. Lorsque l'on voit, par exemple, que tous les sénateurs de l'Aisne, lorsqu'il y a eu le fameux texte sur les tueurs d'abeilles, donc il y avait une demande d'arrêter, on votait contre. On était d'accord pour qu'on continue. Mais on est quand même dans un endroit rural. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des gros agriculteurs. Ok, d'accord. Le jour où il n'y aura plus d'abeilles, on va pas rire. Alors, lorsque l'on voit que maintenant on arrive à polliniser avec des drones, c'est grave, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est grave. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On arrive à polliniser avec un drone. Bon, d'accord, ok. Il y a même, j'ai même vu un métier alors c'est en Asie, alors je sais plus quel pays, il me semblerait que ce soit la Chine. Il y a même des personnes, ils sont embauchés en tant que pollinisateurs. Oui, tout à fait. C'est vraiment leur métier. Parce que les abeilles ne suffisent plus, il n'y en a plus assez, donc ils pollinisent eux-mêmes. C'est vraiment devenu un métier. Donc c'est vrai que quand on entend ça, c'est quand même très grave. Aux États-Unis, notamment les hybrideurs de tomates, parce que la tomate est quand même autogame à 99, en gros, elle se féconde elle-même. Mais lorsqu'on veut faire des croisements, il faut aider. Donc l'idéal, c'est d'avoir une ruche ou des bourdons. Ils en sont arrivés à utiliser des brosses à dents électriques pour polliniser. C'est ça, ouais. Et on frotte pour faire des vibrations. Ah oui. Voilà. Ah ben non, il faut aller le chercher ça. Hein. Ça marche. Il y a même un système de justement, c'est ces fameuses brosses à dents. J'ai déjà vu des vidéos sur internet qui sont les tomates sont en guise de tuteur. Il s'agit de cordes et sur chaque corde il y a des sortes de brosses à dents électriques d'accrocher. Et tous les matins à la même heure, les brosses à dents se mettent en route, ce qui fait vibrer la corde et donc le pied de tomate et donc les fleurs. C'est oui, d'accord. Pour les polliniser, oui. Et d'ailleurs, moi, je m'amuse de temps en temps. J'hésite pas à secouer de temps en temps un petit pied de tomate isolé dans le jardin, histoire de me dire bon bah voilà. Tiens, oui. Mais là, c'est différent. Oui. C'est nous, c'est. Ah oui, non, mais ça, oui, voilà. Et c'est dommage que par exemple nous dans la région, on a à Quierzy où je demeure, donc la vallée de l'Oise est protégée par on s'appelle l'organisme Natura 2000. Et il y a une flore qui fleurit l'été, qui est protégée, tout ça, donc c'est très recherché par les apiculteurs. Mais si vous avez un agriculteur qui traite à 300 mètres quelque part, c'est pas bon. Ah bah non. L'abeille va aller au plus court, elle va rester sur la jachère naturelle. Le problème, c'est que le vent, lui, n'a pas de frontières. Exactement. Et il va apporter les produits chimiques. Alors là, c'est vrai que c'est un gros problème qui se pose, un gros point d'interrogation pour les abeilles. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu le gros point de. Alors, l'an dernier, la récolte de miel a été de 9000 tonnes. Elle a baissé de 70%. C'est l'année, l'une des, voire même l'année catastrophique. C'est la pire de toutes, voilà. C'est l'année catastrophique. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en concurrence entre d'un côté des problèmes environnementaux et de l'autre des problèmes économiques. Et donc voilà, est-ce qu'ils sont prêts à faire tous les sacrifices au prix de l'environnement et risquer de ne plus avoir de profil de recettes après par derrière. C'est le problème un peu d'aujourd'hui. Hein. Alors, on va parler de ça éventuellement. J'ai un ami agriculteur qui faisait comme tout le monde, tous les matins reçoit son mail de la coopérative agricole qui lui dit aujourd'hui vous traitez le blé avec tel produit, tel dosage, les betteraves avec tel produit, tel dosage, le colza avec tel produit, tel dosage et tout. Voilà. Okay. Oui. Je lui dis c'est bien ce que tu fais. Ça a un coût. Il achète le produit.
le matériel, le tracteur, le pulvérisateur, son temps, parce que quand il travaille, il faut bien qu'il en vive, le gasoil, le carburant, les jours du matériel et tout. Pendant des années, je lui dis, mais écoute, il s'appelle Francis, il est en Bourgogne, il dit, mais écoute Francis, mais arrête de balancer toutes tes cochonneries dessus, toi tu gagnes rien, c'est la coopérative qui gagne. Et tout doucement, je l'ai vu au printemps, il est venu chez moi passer quelques jours, il me dit, t'avais raison. Ah oui, ce mot c'était, je m'emmerde plus à balancer des cochonneries, je gagne du temps, juste plus mon tracteur, j'achète plus de produits pratiquement, et surtout ce qu'il a marqué, c'est qu'il vend la ferme, il vend plus cher maintenant. Voilà. Parce que ces produits ils traitent plus. C'est ça. Et il produit moins, mais il vend plus cher, et ça lui coûte moins cher à produire. Donc, il gagne. Alors, Benjamin, Pascal, nous avons quelqu'un en ligne. Alors, nous avons un auditeur, c'est Daniel Despeville. Daniel Despeville. Bonjour Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. Si c'est possible, je voudrais donner aussi mon petit avis et un coup de gueule. Oui. Parce que vous avez tout à fait raison. Moi, souvent, je regarde tout ça. Il y a un danger pour les abeilles et autres, mais il y a aussi un danger pour les humains. Parce que je comprends pas qu'ils continuent à mettre ces produits. C'est un poison pour tout le monde. Qu'il y a des cultivateurs ou des gens qui arrivent à cultiver sans mettre de produits ou très peu. Et j'ai regardé, souvent, je regarde les émissions de, comment ça s'appelle la journaliste, là? Céline, je sais plus, mince. Lucé, excusez-moi. Lucé, elle fait des reportages là-dessus. Et ils droguent à côté des habitations, les produits vont sur les gens, et ils ont fait une enquête sur les cheveux, tout ça, et ils trouvent plein d'insecticides sur les gens, aussi bien les enfants que les gosses. Mais malheureusement, ils doivent enlever tout ça, mais ils protègent les gros qui se font des milliards avec tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un petit coucou, un petit coup de gueule, parce que ce que monsieur dit, c'est vrai. Parce qu'un beau jour, on va en prendre plein la figure. Et comme le monsieur vient de parler, on peut faire cultiver avec pas de produits, avec des bêtes naturelles, quoi. Et puis bon, comme ils disent, ils font un peu moins, ils récoltent un peu moins, mais ils gagnent un peu plus d'argent parce que ils vendent plus cher et puis ils mettent plus les produits. Et donc ces produits-là, ils valent très cher. Alors pourquoi il y a toujours politiquement qui n'empêche pas tout ça? En fin de compte, c'est vrai qu'il faut quand même. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. L'humain aussi, l'humain, les enfants. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Ah bah oui, c'est un grand danger parce que les cancers, ça vient de tout ça aussi. On n'en parle pas, c'est tabou tout ça. Oui, tout à fait. Le nombre d'agriculteurs qui décèdent de cancer, c'est. Ah oui. En gros, ce sont les agriculteurs, je vous coupe monsieur, qui ont commencé à travailler, tous ceux qui ont commencé à travailler dans les années 50, bien sûr, en tant qu'ils sont morts, on n'en parle plus. Mais donc maintenant, on commence un peu à se protéger avec des combinaisons étanches. C'est ce qui m'amuse, parce qu'on vous dit qu'ils ne sont pas dangereux, mais quand même, on vous fait travailler des combinaisons étanches. Mais c'est pas dangereux. Bon voilà. Parce qu'il faut protéger, excusez-moi messieurs, vous avez raison, il faut protéger ceux qui font, c'est la marque américaine, là, parce qu'ils font du beurre avec tout ça. Parce que moi je suis de la campagne, donc je me souviens quand j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, et je voyais les gens qui traitaient, qu'à cette époque-là, ils traitaient avec des produits, ils mettaient la dose, Même je disais, en étant gamin, déjà à cette époque-là, je disais aux gars, aux messieurs, je dis mais il n'y a pas de danger pour vous. Ben non, c'est pour les animaux. Mais je dis, si ça tue les animaux, ça devait aussi jouer sur l'être humain. Déjà quand j'avais 10 ans. Alors, faut arrêter. Mais vous avez raison, et puis ceux qui se battent là pour faire sans produits chimiques, ils ont bien raison, puis qui râlent un peu plus encore. Puis que les gens, il faudrait qu'ils se réveillent un peu plus. Parce qu'on nous fait manger, excusez-moi du mot, plein de merde. Alors, voilà. Et vous avez raison de vous battre, messieurs. Alors, merci. Cette semaine, j'ai publié un petit papier là-dessus où on voyait une vidéo des producteurs de fruits français vider des camions sauvagement sur les autoroutes. Tout à fait. Et bien sûr, beaucoup disaient, oui, c'est bien ce que vous faites et tout. J'expliquais que c'est pas très bien parce que au lieu de détruire ce que produisent. D'ailleurs, j'ai employé le mot de merde, de détruire la merde que nous vendent nos amis espagnols qui sont bourrés de produits chimiques. Voilà. J'ai acheté des produits français, ils sont tout aussi dégueulasses. J'ai employé le mot, c'est très clair, c'est la même merde, mais si
vous achetez une merde espagnole qui vaut 1,50 €, on vous vend la même française qui vaut 3, tant qu'à s'empoisonner, vous me payez pas cher. Et j'ai conclu en disant, faites de la qualité et le consommateur reviendra vers vous. Et c'est aussi simple que ça. Vous savez, moi j'ai un copain qui est producteur de pommes de terre. Quand il fait de la binge, la vraie patate à frites, elles sont pas calibrées ces pommes de terre. Il y a toutes les grosseurs dedans. On le sait. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Vous avez trouvé le mot. C'est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Excusez-moi de vous couper. Non, mais vous avez le bon sens. Vous avez le bon sens. Je vais vous laisser l'antenne. Merci, c'est gentil d'avoir rappelé. Hein. Merci, bon courage à tout le monde. Au revoir, à vous aussi, au revoir. Je me rappelle plus de son prénom. Daniel. Ouais, c'est Daniel. Daniel d'Appeville, qui a appelé. Merci Daniel. Alors faites comme Daniel, il reste encore moins de 10 minutes, c'est vrai. Ça nous donne un petit aperçu en ce qui concerne tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai, c'est assez sensible. Benjamin, vous êtes toujours là? Oui, mais justement, je voulais rebondir par rapport. C'est vrai que ce qu'a dit Daniel, c'est véridique dans le sens où on s'est amusé dans des écoles primaires, justement dans le cadre de reportages, à faire des prélèvements capillaires, donc des cheveux, puisque c'est anatomiquement c'est là où tout est enregistré, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on reçoit, les cheveux, c'est vraiment c'est comme le thon de la mer, celui qui récupère tout, l'ours polaire. C'est ça, c'est le cheveu, il récupère tout parce qu'il se nourrit de ce qui en ce moment, de ce qui se passe dans le sens moment. Et donc on s'est aperçu que dans certaines écoles, on retrouvait certes parfois sous la forme de traces, mais plus de 50, 60 voire 70 pesticides différents. Et quand on lit certains articles de journaux comme je me rappelle l'année dernière, je suis retombé dessus là, c'était à Piquigny, donc c'est pas très loin, c'est dans la Somme il me semble. Il y a eu voire même dans l'Oise, je sais pas. Il y a eu des élèves, non c'est dans la Somme, qui ont eu des gros malaises suite à une période. Alors c'était en mois d'avril l'année dernière, il faisait plutôt chaud ce jour-là et dans le champ en face, le cultivateur, il était en train d'épandre des pesticides et beaucoup de gamins se sont retrouvés avec des maux de ventre, des maux. Donc voilà, ça si c'est pas une étude scientifique, même si elle le prouve pas, là ça prouve quand même que c'est voilà. Alors je crois qu'assez récemment sur des hommes politiques qui faisaient du lobbying pour les produits chimiques, on leur a demandé de prélever leurs cheveux. Ah oui, j'ai entendu aussi. Oui. Et l'un était C'était la ministre de l'écologie qui en avait le plus. 122 produits chimiques dans ses cheveux. Oui. Et alors qu'il dit manger bio. Oui. Sans consommer et bourré de produits chimiques. C'est fou. Ah ouais, c'est extraordinaire. Oui, c'est énorme. Voilà. 122, c'est... Alors, vous savez, la dernière recherche qui a été faite sur la fraise espagnole qu'on nous vend pas très cher en supermarché, il y a exactement 196 produits chimiques dedans. Mon Dieu. Oui. J'ai pas dit molécules. Ah. Le pire légume, fruits et légumes, apparemment, ce serait la salade. Ça serait le pire de tous. Ce serait la salade... Alors, oui, il faut relativiser. C'est la salade cultivée hors sol. Oui. Voilà, c'est la salade donc qui pousse uniquement dans du liquide, qui est de l'engrais liquide. Voilà, tout simplement. Ou que l'on fait pousser dans du polystyrène. Alors, ce sont des triangles, des cônes en polystyrène. Parce que sur 1 mètre carré de salade, on peut mettre X salade. Si on fait un cône à 45 degrés, 1 mètre au sol, 1 mètre en hauteur, on met le double. Sur la même surface. Donc oui. Forcément, oui. Donc, c'est mathématique. Pourtant, je suis pas doué en maths, mais c'est mathématique. Oui, d'accord. Sur ces cônes en polystyrène, il y a des petits trous qui font environ 2-3 cm de diamètre. On met la graine de salade et il y a un goutte à goutte d'engrais chimique. C'est ça. Voilà. Et donc ça, par contre, oui, ces radis, ces salades-là, on fait des radis dans l'eau maintenant. Alors, il vaut mieux, avoir sa salade de son jardin. Au moins, on est sûr de ce qu'on a. Ah oui, tout à fait. Moi. Salade radis tout de son jardin. Celle qui s'est ressemée toute seule, en plus. Non, voilà. Non, puis qui plus est, il suffit pas d'en faire. Moi, les salades, à la maison, on est 4. J'ai fourni mes 2 couples autour de voisins. Je sème environ tous les 10 jours 20 salades. Ah oui. Je plante 20 salades. Environ tous les 10 jours. Donc j'ai une petite mini-serre de 40, un peu plus, 20, si. Non mais je pense que c'est un roulement. Ça permet de manger la salade en permanence. Alors, donc en gros, j'ai calculé sur 3 variétés, ça me coûte, on va dire, 7 € par an, et on mange 60 salades par mois.
C'est bien. Et au moins, c'est ton jardin, tu sais que, voilà, t'as pas besoin d'aller chercher les pesticides qui sont à l'intérieur. C'est bien. Voilà. Non, surtout quand on sait que la salade, c'est très résistant. Enfin, c'est rare de voir une salade malade. Oui. Voilà. Il faut des conditions extrêmes pour que Oui, c'est vrai que les fortes chaleurs, par exemple, ça n'aime pas. Hein. Ça, c'est certain que. Alors, j'ai trouvé la solution, moi. C'est tout bête. Au-dessus du rang, je fais un triangle justement avec des palettes. Je mets une palette de part au-dessus, en triangle, et elles ont de l'ombre. Ah, pas bête. Oui. Ça fait de l'ombrage. Ouais, ça fait de l'ombrage. Et donc, le soleil passe tout de même entre les planches. Et en cas de pluie, ça passe aussi. Voilà. Le système est pas trop mal. C'est bien, merci Pascal. Système D, mais efficace. Efficace, oui. C'est pas beau, mais là, j'ai pas eu le choix. Il faisait trop chaud quand même. Pour les pleins champs, j'avais pas le choix. Je l'ai fait, voilà. Et puis, on peut rafraîchir, on met dessus un feutre, ou même un vieux drap dessus, on l'arrose et la température baisse de 10 degrés dessous. Ah oui. Voilà. Il y a plein de petites astuces comme ça qui fait que voilà, ça c'est il est pas trop mal ton petit truc Non, mais ce qui se passe, il y a des personnes aussi qui, lorsqu'ils sèment, mettent du journal dessus ou même des branches, des petits branchages, ça fait de l'air, ça fait de l'ombre. Ah oui, aussi on peut, du journal, carrément, oui. Tant que c'est pas levé, parce qu'une fois que c'est levé, il faut enlever. Oui. Mais les gens qui mettent des branchages de noisetiers ou de bouleaux, ça fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre. Voilà, il y a plusieurs façons. Voilà. Oui, il y a plusieurs méthodes. Ce qui compte, c'est d'avoir un résultat. Et quelle que soit la technique qu'on puisse avoir au jardin, ce qui compte, c'est que ça marche. Exactement, oui. Alors, si vous avez des petits trucs et astuces de vos grands-mères ou même de chez vous, vous pouvez nous les donner à l'antenne. Nous, on est preneurs. Oui, tout à fait. Oui. En plus, c'est l'histoire. On est preneurs. C'est l'histoire c'est notre passé, c'est notre avenir aussi. Voilà. Alors, avant la fin de l'émission, je disais que j'ai pas préparé cette émission. J'ai envie de parler de femmes, toujours, mais de femmes formidables. Ah, c'est parce qu'on sait que tu aimes bien les femmes. Alors, ce sont et une femme moldave, donc on est en Moldavie. Donc la Moldavie, qui est en gros devenue une république indépendante en 1991, qui était sous domination russe avant, je dis bien. Donc, comme toutes ces petites régions qui se sont émancipées, on leur a tout retiré, tout, leur industrie, on part avec. C'est comme les Américains, ils sont venus avec leur base aérienne, ils sont repartis, pratiquement, quand ils sont venus en Europe. Mais là, donc, on les a appauvris volontairement. Donc, j'ai été contacté ça a commencé il y a à peu près 2 mois, par une jeune femme qui est ingénieure agronome, dont la maman a quitté, s'est sauvée de Moldavie et est venue en France à une époque. Bon, cette jeune femme a vécu entre la Moldavie et la France, a travaillé en Belgique en tant qu'ingénieur agronome, et elle est en train de monter, elle a monté une association. Il faut bien savoir que dans les pays de l'Est, ou même la Roumanie, la Turquie, au champ, ce sont les femmes qui travaillent. Comme nous, en 1900, ma grand-mère, moi, elle labourait. Voilà, elle participait au champ. Donc, dans ces pays-là, les hommes sont à l'usine ou font autre chose et les femmes sont dans les champs. Voilà. Donc il y a tout un groupe de femmes semencières qui s'est fait. J'ai été contacté, elle s'appelle Mariana Semet. J'ai eu 1 heure au téléphone juste avant de venir encore. Mariana, c'est joli. Mariana Semet. C'est joli comme prénom. Et franchement, donc son idée, c'est de faire un conservatoire, une grainothèque de toutes semences, salade, choux, tomate, parce que moi c'est surtout la tomate, et elle m'a contacté pour ça. Donc ils veulent pas grand chose, ils veulent 10-15 graines de variété. Ils ont un jardin déjà, conservatoire, où ils reproduisent ce qu'on leur donne, ou ce qu'ils ont, et après c'est distribué aux agricultrices pour produire et vendre. Alors tu dis qu'elle veut faire un conservatoire, donc qui finance le conservatoire? Alors, ils ont une association. Elle ne travaille pas. Elle y passe tout son temps gracieusement. Oui. Déjà, les agricultrices, elles, de toute façon, elles viennent lui donner un coup de main. Mm-hmm. Parce qu'après, elles sont rétribuées en graines. Elles récupèrent des graines. Oui. Qu'elles peuvent semer pour vendre ou pour consommer, comme elles veulent. Voilà. Donc, là-dedans, moi, j'interviens en matière des tomates.
bon, j'ai décidé que je leur fournirais gracieusement. Ils proposaient de les acheter 45 centimes d'euros le sachet d'Irène. Et moi, tous ces pays, l'an dernier, on a apporté un projet sur l'Arménie, qui maintenant tourne très bien avec ce directeur d'école qui a fait une coopérative agricole. Ça marche très bien. Et donc là, je vais refaire la même chose. Le problème, c'est la Moldavie a des lois au niveau phytosanitaire qui sont drastiques et bloquent toute la frontière. Donc la solution, c'est moi qui vais emmener les graines en Moldavie. Mais alors, comment tu vas les faire passer, tes graines? Dans mes bagages. Et tu prends l'avion ou tu prends Je prends l'avion. Et tu crois que tu vas passer à la... Il n'y a pas de problème, c'est prévu. Je vais voler sur une compagnie, ils ont 2 avions, une compagnie moldave qui part de Beauvais, d'ailleurs. Ah, d'accord. Voilà. Et je vais leur emmener les graines. Je vais passer quelques jours avec eux. Alors, c'était calé en septembre, mais septembre, je ne peux pas, puisqu'il y a Saint-Jean-de-Borgard, il y a Bruxelles. Un avion privé. Non, pas du tout un avion privé, une petite compagnie aérienne. Il y a plein de fêtes de légumes, donc malheureusement, parce qu'il y a un vol tous les 2 jours, donc il faut que je reste au moins 4 jours là-bas, donc ça marche pas. Je vais être à cheval sur 2 choses, c'est pas possible. Mais donc en novembre, je vais y aller. Il fait très beau, il fait encore 20-25 degrés à cette époque-là. Oui. Et donc je vais être immergé avec les agriculteurs, et agricultrices surtout, avec elles, et je vais leur emmener les graines. Alors ça, ce sont des projets qui sont extraordinaires, parce qu'en fait, je pars du principe qu'il faut donner quand on a encore les mains chaudes, c'est-à-dire quand on est vivant. Oui. Donner un héritage, c'est bien. Et si on fait une avance sur l'héritage, c'est encore mieux, je trouve. Et donc ces gens-là, j'ai envie, je veux les supporter, je veux les aider. Et de toute façon, ça va se faire, c'est clair. Ils ont déjà un jardin de 2500 mètres carrés où ils peuvent reproduire les semences. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que partout dans ces pays en voie de développement ou pauvres, ce sont les femmes qui sont là. Ce sont les femmes qui sont les mères nature, qui sont les agricultrices, qui sont Elles sont naturelles, qui sont porteuses. Elles aiment bien la terre, elles aiment bien, c'est ça, c'est naturel. Oui, tout à fait. Alors, et sachant que le ministère de l'Agriculture de Moldavie est informé de la chose et est tout à fait d'accord pour que ça se fasse. Et donc, ils m'ont même proposé de payer l'avion, ça vaut 180 € voilà, parce que bon, pour eux, voilà. Combien d'heures d'avion pour aller là? 2 heures, 2 heures et demie. Non, c'est assez rapide. Ah oui, d'accord. Rapide. Mais je veux dire, c'est pas très loin de chez nous. Non. C'est pas très loin. Non, parce que c'est où? C'est la Moldavie. La Moldavie, c'est entre l'Ukraine et la Roumanie. C'est tout petit. Voilà. Donc déjà, elle est en France. Elle repart demain, mais on va sans doute pas pouvoir se voir, ça va être dur. C'est dommage parce que tu aurais pu l'avoir au téléphone, tu aurais pu l'appeler, tu aurais pu, elle aurait pu passer. Elle a une conférence. Elle a une conférence. Ah. Elle est en train de parler devant les terres de semences cet après-midi-là. Mais moi je trouve que c'est ces gens-là qui ont qui contactent en vous disant voilà monsieur on voudrait vous acheter, je dis non moi je vous vends rien. Comme pour l'Arménie on va vous donner parce que c'est donner de la vie, c'est donner et puis de l'avenir à ces gens-là qui alors ils ont essayé de passer l'an dernier, ils sont passés par des semenciers européens, notamment hollandais, qui leur vendent des hybrides non reproductibles. C'est pas donc traité. Normal, ça, oui, mais si, c'est. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le système, je pense que Benjamin connaît, où on dit que les graines sont pré-germées. Ah oui. Graines pré-germées, vous ouvrez le sachet, si vous ne le semez pas cette année, l'année prochaine, il ne lèvera pas. Voilà. On a commencé la germination et on l'a stoppé par divers moyens, plus naturels ou pas. Alors, il y a les deux façons. Tout à fait. Encore une fois, le froid, ça fait partie des façons naturelles. Et puis donc, mais il faut les utiliser dans l'année parce sinon la germination. On leur vend des lots de 50 000 graines de tomates, par exemple. Et eux, ils en ont besoin de 200 ou 300. Ah oui. De toute façon, c'est pas dans leurs moyens. Ils sont obligés de tout mettre. C'est pas dans leurs moyens. Ce sont des milliers d'euros. C'est pas dans leurs moyens, de toute façon. Et donc voilà. Et donc à ces gens-là. Donc moi, tomates, je vais fournir. Si des bonnes âmes ont des graines de salade ou autres anciennes ou de choux, n'importe quoi, je suis preneur. Je fais un voyage, c'est sûr, là-bas. J'ai une contact roumaine qui vient. Non, tu l'as pas vu, Benjamin. Luminata, t'as pas dû la voir l'an dernier. Elle est venue à Verskerk, elle vient à Bruxelles cette année.
expose avec moi. Je la récupère à l'avion à Roissy, elle passe une semaine, je l'emmène, je la ramène, bon, peu importe. Et donc, elle est tout proche de la frontière de Moldavie, ce qu'en Roumanie, et donc, elle va pouvoir passer des graines aussi. On a vraiment la chaîne, c'est bon. Voilà, oui. Et ça, c'est un projet qui va rouler parce qu'au bout, il y a des femmes, agriculteurs, agricultrices, et ça va marcher. C'est bien que vous puissiez échanger comme ça et surtout passer les frontières parce que en général, c'est beaucoup de, c'est de la surveillance aussi, hein, surtout avec ce qui se passe actuellement. Hein. Alors, il faut être réaliste. Si on ne triche pas, normalement, on n'est pas très embêté. Eux, c'est clair, par courrier, c'est non. Ils mettent une taxe de 250 € par courrier qui a des graines. L'équivalent de 250 €, ce qui fait que c'est prohibitif. C'est énorme. Pour eux, c'est énorme. Par contre, si on amène, c'est pas un problème. D'accord. Physiquement, si on apporte, c'est pas un problème. On va le faire. Avec la Russie, j'ai pas de problème. Ça, sanitaire. Tu le sais d'avance, ça. Oui, voilà, tu le sais d'avance. Ça, voilà. Oui. Aux États-Unis, normalement, il y a des lois sanitaires qui sont très très sévères. Si on prévient que c'est des graines, il n'y a pas de souci normalement. D'accord. J'ai jamais eu de souci. Jamais. Mais il faut être honnête, c'est tout. Faut jouer franc jeu. Hein. Si on veut tricher, ben évidemment, ça marche pas. Et là, moi, je pense que les gens Mariana et donc sa bande de femmes agriculteurs n'ont pas envie de tricher. Ils ne veulent donc que des variétés qui tiennent la route, hein, des vieilles variétés reproductibles et autres. Et ça va être le projet 2017. Ça. Alors toi, Pascal, 2018. Tu vas lui apporter des tomates, mais peut-être autres graines. Oui, j'ai d'autres choses. Voilà, oui. Mais je suis dans d'autres, dans les autres végétaux, je suis quand même plus limité. Parce qu'on vend des tomates. À l'origine, le ministère de l'Agriculture moldave voulait m'acheter ma collection de tomates. Une collection, ça se vend une collection? Non. Ça se vend. Si, ça se vend. Non, vends pas ta collection, garde ta collection. Non, mais au moins, ils mettent les moyens. Voilà, ils voulaient l'acheter. Ah oui. Non, collection à Pascal, c'est à Pascal. Voilà, et donc, non. Lui, il donne, mais voilà, il veut garder. Donc, il voulait participer financièrement. Et non, j'estime que pour ces gens, il faut donner parce que c'est l'avenir. Puis en plus, c'est notre philosophie, aussi bien de la radio d'ici que la mienne, que celle de Benjamin, et puis d'autres collectionneurs. On est là. Je pense que tu es fier quand même de savoir que justement tes petites graines d'ici de Quersy vont voyager et aller se retrouver là-bas. C'est plaisant. Oui, moi je pense que oui, c'est plaisant parce que une certaine fierté. C'est surtout que lorsque je vois le retour d'Arménie. Oui. J'ai 2-3 personnes que je connais qui sont dans la tomate aussi, qui ont monté un projet similaire au Liban. Le retour, c'est un retour de rapport d'hommes et de femmes. Oui. Et ça n'a pas de prix. Alors là, Pascal, tes petites graines, elles vont voyager avec toi jusqu'en Moldavie. Et arriver là-bas, elles vont aller exactement à Chisinau. Alors, dis-moi, parce que tes petites graines, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Donc la personne, elle va te recevoir et... Donc les graines vont être semées dans un jardin où elle est ingénieure, donc elle sait de quoi elle parle quand même. Donc c'est déjà préparé, le terrain est prêt, tout ça. Ils ont un terrain donc qui fonctionne déjà depuis cette année, depuis le mois d'avril. Et donc l'année prochaine. Donc moi ce que je vais donner, ça va être pour 2018. Ils vont acclimater pendant un an les semences, voir ce qui peut se... Parce que les variétés sont pas toutes la même façon, la même adaptabilité, on va dire. D'autres sont plus rapides que d'autres. C'est comme l'être humain. Il faut. Vous prenez une personne qui vit dans le Grand Nord, vous l'envoyez en plein désert, elle va avoir chaud. Donc certaines personnes s'adaptent plus vite que d'autres. Donc c'est sous serre ou c'est c'est en pleine terre qu'elle fait ça? Ils font que du plein champ, parce qu'ils ont un climat continental qui est un climat sec. Donc ça pose aucun problème. Il n'y a pas de problème de maladie, d'humidité. Donc elle va le semer au mois de septembre? Non, donc ils vont l'avoir d'hiver, ils vont semer au printemps prochain. Ah, d'accord. Là, ça sera, on va dire, peut-être 10 pieds de chaque, pour voir comment elle s'adapte, voir ce qui plaît aussi au marché. Voilà. Oui. Et puis après, ils vont reproduire ces fruits-là pour après être indépendants. Donc ça sera 2019, en 2018 et... Ils seront indépendants en 2019. Ah, d'accord. C'est un beau projet. Voilà. Super. Ça c'est bien. Non, puis surtout c'est de voir donc mon contact roumain, Lumi,
Il doit arriver en France, et c'est fait, il doit être là déjà l'heure qu'il est. Donc je dois le rencontrer sur Paris dans les jours qui viennent, oui. On va se voir. Donc elle va partir avec un premier chargement de graines déjà. Elle revient au mois d'août, elle va repartir avec des graines, et moi j'espère faire un voyage septembre, je pense pas, mais novembre. Y aller en novembre, en mai dernier. Donc je pense que là on va en reparler de toute façon parce que là juillet août c'est les vacances, c'est normal. Au mois de septembre on va reparler un petit peu de ton projet parce que je pense que ça sera déjà bien avancé. Ça sera à partir. Oui, ils auront déjà une sélection de semences. Oui. D'accord. Et là toi ce que tu veux. Tu aimerais bien faire des petites demandes pour recevoir des graines justement pour pouvoir lui en donner, c'est ça. À leur en donner, oui, bien sûr, oui, de leur donner. Non, mais je veux dire, tu pourrais demander aux autres aussi, voir ce qu'ils peuvent, des particuliers comme d'autres que toi. Tout à fait, par exemple, oui, tout à fait. Ah oui, tu dis, moi, j'ai de la salade, j'ai du chou, mais j'en ai pas suffisamment, j'ai pas assez de variété, hein. Bon, surtout même en matière de courgettes et de courges, de citrouilles, tout ça, ils sont demandeurs aussi. Ils sont demandeurs. D'accord. Et donc, vu le climat, il n'y a aucun problème. Alors, comme tu dis, pour justement, comment fait-on pour justement te donner toutes ces graines ou pouvoir, est-ce que sur ton site, est-ce que tu as ton numéro, comment sinon les gens contactent la radio. D'accord. Donnent leurs coordonnées. Alors vous savez, donc quand on parle graines, par exemple, pour des graines de courgettes sur une variété, ça va être une dizaine, n'importe quoi, une dizaine de graines suffisent pour la reproduire. D'accord. Moi je pars d'un principe, un jardinier, si on lui met 10 graines d'une variété, s'il n'est pas fichu d'en faire lever une, c'est où il y a un accident dans les graines, ce qui peut arriver, ou il n'est pas bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va récolter toutes les graines des auditeurs ici à Radio Pisalène, et moi je me ferai le plaisir de les remettre à Pascal. Tout à fait. Hein, je pense qu'on va faire comme ça. En Moldavie. Ah bah oui, je viens avec Laure, on y va toutes les deux. En plus, je suis prévenu, il m'a dit tu arrives, tu vas être immergé, tu vas vivre avec des fermiers, chez eux et manger comme eux. Oh, c'est génial ça. Nous on aime bien. Nous on aime bien avec les. Nous on aime tout. Ah ouais, nous on aime bien. Et puis là, je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est vrai que Laure, t'as vu ça elle commence son émission à 16h. Ça fait rien, je commencerai un peu plus tard et puis c'est tout. Oh, t'es un amour. C'est gentil. T'es un amour et ça je le savais. Le sujet, on va aller le coup. Ouais, oui, c'est vrai. Mais on n'a pas vu le temps passer. Hein. En tout cas, merci Laure. Hein. Et je pense qu'on va se quitter justement avec un mot, parce que bon, c'est les vacances là. C'est les vacances. Mais le jardinier, comme tu dis, n'est pas en vacances. Non, il veille. Il doit veiller. Et voilà, il veille. Donc, Pascal, je te laisse le mot de la fin, vas-y. Hein. Alors, pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances à toutes et à tous. Profitez du beau soleil, de nos belles régions. Découvrez des produits régionaux, si vous allez, où que vous alliez dans le monde d'ailleurs, il y a toujours des bons produits, de belles choses à voir. Et rapportez, n'hésitez pas à rapporter des semences, il faut toujours les semer, ressemer et donner. Allez voir votre grand-père, votre grand-mère. Je suis sûre qu'il y a au fond d'une boîte une boîte en ferraille. Je suis sûre qu'il y a des graines qui vous attendent. Merci Benjamin. De rien, merci à vous aussi. C'était vraiment sympathique. Merci. Et merci vraiment. Puis passez vraiment de très bonnes vacances. Oui, à toi aussi. Passe de très bonnes vacances. C'est pour bientôt, toi. Oui, c'est bientôt. Bon, tant mieux. Merci. On va partir aussi avec Benjamin. Ouais, oui, allez. On s'en va. Alors, ça y est, 1, 2, 3. Les couples sont formés, ça y est. On s'en va avec Benjamin et Pascal, hein. Merci Benjamin d'avoir participé à l'émission. Pas de souci. Et passe de très très bonnes vacances. Merci très bonnes Pascal. Vacances ensoleillées, on l'espère, avec un peu de pluie de temps en temps, parce que bon là ça. Mais voilà. C'est ce qu'il nous faut aussi. Hein. Merci Benjamin. Exactement. Merci Pascal. Justement, tu nous tiens au courant aussi au mois de septembre. En septembre, nous aurons nos amis avec qui nous faisons la fête de Coucy-Château. Oui. La fête. La fête. Alors attends. Non, je l'ai peut-être pas marqué là-dessus. Je l'ai pas marqué sur mon agenda. C'est une fête très humaine, c'est franchement donc normalement c'est pour le mois d'octobre, donc en septembre on devrait recevoir les gens du sel gabonais, notamment l'association sel gabonais et tout ce groupe. Alors moi je les adore parce que
Notamment, il y a des faucheurs de gemmes dedans. Et en plus, ils ont une très bonne bière. Ils brassent une très très bonne bière, ces gens-là, donc je les adore. Et nous, on est sur place aussi. On a un stand, on est avec Pascal. Radio Puisalène sera sur place à Château-Thierry, donc là-bas. Coucy, pardon. C'est moins loin. C'est moins loin. Coucy-Château. Et c'est plus haut. En plus, on sera là-bas en animation extérieure avec Pascal. Au revoir à toutes et à tous et bonnes vacances. Merci à vous aussi. Passez d'excellentes vacances, un juillet-août. On se repose pas. On essaye de faire un bon petit jardin, cultiver vos salades, manger sain, manger tout ce qui est de votre jardin. Et puis moi, je remercie Laure, mon petit canard, mon petit cadounet que j'aime, que j'adore. Mais oui, de m'avoir laissé beaucoup de temps sur toi. Tu vas continuer. Là, tu te fais pardonner. Oui, je veux pas que tu me tapes. Merci de nous avoir suivis. Et puis, là, la musique continue avec toi. Des chansons bonheur. Des chansons bonheur. Et là, vous pouvez écouter Laure sur Puisalène. Excellente fin d'après-midi.